une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on fait avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Oh yeah! Cette semaine, on a un invité de marque. Un invité de la marque, quelqu'un que je voulais recevoir depuis longtemps, c'est Barbada, Ouais, qui est drag queen, ouais. puis qui est très, qu'on voit partout ce temps-ci, en fait, qui est très drag queen occupé, très populaire. qui est très occupé. Donc, on a parlé, en fait, de tellement de sujets avec elle, puis c'était tellement Qu'on n'aurait intéressant. pas pu nécessairement s'attendre. J'aurais pas pensé qu'on aurait parlé. En fait, Barbada, qui a un background, en fait, en éducation, qui était prof de musique dans des écoles primaires. Maintenant, elle fait plein de choses. Elle fait des lectures de contes pour les enfants dans les bibliothèques. Elle fait bien sûr des spectacles de drague. Donc, elle a fait une émission de télévision jeunesse aussi sur la musique que j'adore, que je trouve vraiment fabuleuse. Puis on a parlé, bref, du système d'éducation, comment on peut l'améliorer. On a parlé de l'art du drag, c'est quoi les éléments qui font qu'une drague est une drague. On a parlé de ses projets à elle. On a parlé de tellement de choses que je pense que vous allez découvrir un beau personnage, une belle personne. Puis c'est vraiment intéressant quand on voit l'art du drag vraiment comme une œuvre, une proposition artistique à plein, tu sais, au même titre que n'importe quel autre type d'art. Comme on fait la comparaison beaucoup pendant le podcast avec les humoristes, tu sais. Puis de dire, c'est pas parce que tu vois une performance de drag que t'aimes pas que nécessairement tu vas pas aimer tout le drag. Tu sais, il y a tellement de choses, il y a tellement, le spectre est tellement grand de l'offre. Puis une fois que tu changes une fois que ton esprit en vient à voir ça vraiment comme une œuvre d'art en soi, puis un numéro artistique, une proposition artistique, ça rend ça vraiment plus intéressant, on dirait, puis ça permet de mieux comprendre peut-être le phénomène, parce que pour plusieurs personnes, puis moi le premier, ça peut paraître vraiment étrange, parce qu'on n'est pas exposé à ça plus jeune. Mais moi, c'était vraiment pas une culture que je connaissais, puis que j'ai été exposé à, tu sais, puis on en parle dans le podcast, dans les dernières années, au Québec, puis partout, en fait, il y a vraiment plus de reconnaissance puis de visibilité, mettons, de la culture drag dans les médias à cause de, par exemple, les émissions comme RuPaul Drag Race, puis des affaires comme ça. Puis au Québec, il y a eu il y a Rita Baga, puis il y a eu le Gisèle Lullaby, il y a pas longtemps, tu sais, qui sont comme devenus des célébrités au Québec drag. Puis justement, tu sais, maintenant, je comprends vraiment plus à quel point c'est une forme d'art à part entière, puis à quel point c'est probablement la forme d'art qui porte le plus de chapeaux. Tu sais, parce qu'on en parle dans le podcast, mais tu sais, c'est autant la musique, la danse, l'humour, la confection des costumes, du maquillage, la coiffure. C'est tellement multifacette que ça demande vraiment beaucoup de talent pour faire ça. Ouais, vraiment. On espère que vous allez aimer la conversation autant qu'on a aimé l'avoir. Puis, sans plus attendre, on vous laisse l'écouter. Fait que bon podcast. Oui, bonne écoute. Le podcast de cette semaine est présenté par Cozy. Cozy, c'est quoi? Vous avez peut-être vu passer les publicités sur les réseaux sociaux. Cozy, c'est des divans, des sofas qui viennent chez vous en boîte. Dom, t'as-tu déjà essayé de déménager un divan d'un appart à un autre? Oui, puis c'était un horreur. C'était un horreur, hein? C'était un horreur. Parce que ça rentre jamais dans le cadre de porte. Non. Tu peux jamais le défaire. C'est lourd, c'est pas ergonomique, ça traîne partout. Puis après ça, mettons que tu réussis à le dévisser avec ta drill, puis là tu dévisses les vis, puis là t'arrives chez vous, les vis sont déjà trouées, les filets sont brisés, pas moyen de remettre ton divan, il se défait tout croche. Moi, je me souviens du dernier déménagement qu'on a fait ensemble, puis c'était pire que n'importe quel film d'horreur. J'ai jamais vu un pire déménagement que ça. C'était un cauchemar. Un cauchemar. Honnêtement, c'était le pire déménagement. Puis avec Cozy, vous évitez ça parce que vous commandez. Moi, je l'ai fait, ok? Là, je parle d'expérience. Tu commandes ton divan sur le site web. Il y a toutes les configurations que tu peux avoir sur ton divan. Tu choisis quelle configuration tu veux avoir. Tu choisis quel coussin tu veux avoir. Tu choisis tout ce que tu veux avoir. Le divan, le sofa, arrive chez vous dans des boîtes individuelles. Tu ouvres les boîtes, tu as besoin de zéro outil. Tu pas besoin d'outils. Ah ouais? Zéro outil. Il se monte tout seul. C'est comme un peu des gros blocs Lego. Puis le résultat de ça,
et le sofa le plus confortable sur lequel... Et toi, t'en as commandé un? Ouais. Ça t'a pris combien de temps le monter? Le monter, ça m'a pris moins d'1 heure. Puis c'est un gros sofa. Okay. C'est vraiment un gros sofa. Fait que c'est vraiment simple. Les boîtes, après ça, tu mets ça au recyclage. Puis quand va venir le temps de déménager, tu fais l'inverse. OK. Tu le défais sans outils. Pas de vis, pas... Non, pas de vis, rien. Tu l'amènes pièce par pièce dans le truck de déménagement. Tu le reconstruis l'autre bord. C'est merveilleux. C'est incroyable. Moi, c'est un service absolument incroyable. Si vous êtes dans le marché pour un sofa, même si vous ne l'êtes pas, je vous crée un besoin en ce moment, c'est de la grosse bombe, honnêtement. Honest to God. C'est ça mon opinion. Cozy. C'est vraiment le fun, puis je vous conseille d'y aller. Fait qu'allez voir sur cozy.ca, puis ça va vous changer votre vie. Let's go, Cozy. Le podcast est présenté par nos amis chez Manscaped. Manscaped, on en parle tellement souvent. On en parle littéralement à chaque podcast parce que on adore les produits, puis parce que de toute évidence, vous aussi, vous adorez les produits parce que on a un excellent retour de Manscaped. Ils sont bien contents de notre collaboration. Fait qu'on continue comme ça. Manscaped, c'est des produits pour l'entretien de ta peau, de ta pilosité, de tes cheveux, de ton poil, en fait, de tout. C'est vraiment 360, puis leur outil de prédilection, c'est le lawnmower. Le lawnmower, là, c'est un clipper qui est waterproof, premièrement, ce qui est l'aspect principal, qui a une technologie qui t'empêche de te niquer les bases. C'est vraiment un clipper ultime pour tout. Que ce soit en dessous de la ceinture, ta face. Dom, je sais que toi, t'es un grand consommateur de Manscaped pour la face. Moi, je l'utilise all around. Là. Ouais, moi aussi, all around. Puis, il y a plein de produits. Moi, j'aime beaucoup aussi le petit rasoir, qui vient dans le Ultra Smooth Package, que je trouve qui va vraiment, vraiment bien. Puis les produits comme le parfum, shampoing, body wash. Le parfum, je le dis souvent, là, mais je reçois des commentaires. Quand je le mets pas tout, je le mets juste quand je sors. Quand je vais dans une petite soirée, là. Puis là, quand vient le temps de donner 2 becs à des amis que tu vois, puis là, le monde, tu sens ton ben bon. Mais c'est Manscaped, j'ai aucun mérite. C'est Manscaped. C'est Manscaped. Puis on a un code promo pour vous. Ils ont une multitude de packages de toutes sortes avec tous leurs produits. Vous pouvez aller voir tout ça sur leur site web. Mais assurez-vous d'utiliser le code promo sans filtre. Parce que vous allez avoir 20% de rabais. Vous allez avoir le shipping gratuit. Puis eux autres, ils vont savoir que c'est nous qui vous envoient. Ça nous aide. Ça nous aide beaucoup. Ça encourage beaucoup le podcast. Fait que, continuez comme ça. Continuez à encourager Manscaped. Continuez à nous encourager. Puis, offrez-vous le cadeau des bases propres, dans le fond. Surtout. Merci, Manscaped. Yeah. Salut, je prends un petit instant pour parler d'un nouveau projet sur lequel on travaille au Studio SF depuis un petit bout déjà. C'est une coproduction Cube Radio et Studio SF. Ça s'appelle Postmortem. Et c'est avec nul autre que la reine du True Crime, Victoria Charlton. Et donc, le podcast, en fait, se penche sur un dossier de meurtre irrésolu qui est survenu dans les années 80. Une dénommée Roxane Luce qui s'est fait assassiner. Et puis, on fait une petite enquête là-dessus. On essaie de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et on se rend compte qu'il y a vraiment plein d'affaires étranges qui s'est passé autour de ce cas-là. Alors, l'épisode 1 est déjà disponible partout. Allez écouter ça. Et je vous laisse avec la bande-annonce du projet. Cube Radio. Le 1er avril 1981, vers 23h30, Roxane Luce reçoit 70 coups de bâton, dont plusieurs au visage. Mère, qui t'a fait ça? Donne-moi juste un prénom, soupir-le, là. Shoot-le, tu sais. Le frère de Roxane tombe sur une scène d'horreur. Elle est défigurée. 40 ans plus tard, le coupable court toujours. Quand j'ai rencontré Stéphane, son histoire m'a touchée. Il avait 13 ans quand sa mère a été assassinée. Je regardais ma grand-mère qui pleurait beaucoup. Je regardais mes oncles qui me disaient « Inquiète-toi pas, on va s'en sortir ». Mon nom est Victoria Charlton et je suis youtubeuse et autrice. Ma quête à moi, c'est qu'on puisse aider les familles à obtenir des réponses sur des cas de meurtre ou de disparition. Stéphane, même 40 ans plus tard, cherche encore celui qui lui a arraché sa mère. Son chum, Steven, il avait pas l'air à m'aimer. Il y a certains indices qui auraient pu être très précieux qui sont souillés.
Ce qui m'a marqué, c'est qu'il m'a dit « Ça fait 16 ans que j'attends que tu viennes me voir. » Moi, j'ai répondu « Ça fait 16 ans qu'on me dit que t'as tué ma mère. » Ce que je vais me rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments étranges dans ce dossier-là. Merci d'être là. Ben, merci à vous autres de me recevoir. Salut Barbada, ça fait vraiment plaisir. Ben, merci. Je suis content. Ça faisait un bout qu'on s'était vu. Puis, je me suis dit, là, ça va être le fun d'être de l'autre côté de la table plutôt que d'être l'invité. Plutôt que, oui, c'est ça. On s'était vu avec PL au camping. Exact, au camping. C'est un magnifique camping sur la Rive-Sud. De toute beauté. Et c'est des moments mémorables. C'était quand même... c'était surréel, ce moment-là. Moi, je m'en allais avec ma soeur à Québec. Puis là, j'ai fait, on va faire juste un petit arrêt. Comme ça, sur le chemin, genre, parce qu'il fallait sortir de l'île. Fait que je fais, toi, tu pourras m'attendre, là, tu sais. Puis là, on arrive dans un camping qui est le genre... C'est vraiment le comble... Je sais pas comment dire ça, le comble du genre de camping. C'est genre, on a un petit espace, c'est pas gros, faisons un camping parce que y a rien d'autre à faire. Puis, tu sais, mettons c'est pas en villégiature, tu t'éloignes pas assez de la ville pour faire comme vraiment je décroche parce que en plus c'est quoi, c'est la 136 ou la 132 qui passe juste là? C'est la route principale, puis ton GPS te dit qu'il y a un camping là, mais ça se peut pas. Là, ça se peut pas. Tu rentres dans une entrée, puis là, derrière les buildings, il y a un genre de petit camping là, c'est malade. En tout cas, on avait du fun. Oui, on avait du fun. Oui, moi j'avais vraiment du fun, absolument. J'avais bien trippé de vous voir. Tu sais, comme c'est ça, j'étais dans un autre rôle, j'étais plus dans le rôle de, tu sais, PL, c'était vraiment son podcast. Moi, j'étais dans le rôle de l'espèce de, je vais pas dire bitch de service, là, c'est pas un bon terme, mais tu sais, bon, j'étais un peu nonchalante, puis un peu comme... Un peu le rôle du Fou du Roi, à tout le monde en parle. Un peu ça, puis mais Fou du Roi en version pimpée, crinqué avec les fausses boules puis les faux cils. Yeah! Puis t'avais-tu aimé ça, ton expérience de faire ça? Oui, c'est cool. C'est le fun. Oui. Mais tous les projets que je fais avec PL à date, j'aime bien ça. Le prochain projet, ce serait peut-être d'aller le rejoindre au Mexique. Là, il est tout le temps rendu là. C'est vrai. PL, il a décidé de retourner au Mexique. C'est un snowbird dans l'âme, PL. C'est clair. Là, il passe 4 mois par année dans le Mexique, dans le sud. Fait que t'es la première drague qu'on reçoit sur le podcast. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Hein? On est pas bon. Hein, ben là, shame on you. En même temps, moi, je suis quand même... C'est hot que vous me receviez parce qu'une drag queen noire qui enseigne aux enfants, tu sais, je veux dire, c'est déductible d'impôts en tabarnak. Ça a commencé à faire beaucoup de sujets vraiment intéressants à aborder avec toi. C'est pour ça, tu sais, je trouve qu'il y a plein de layers, plein de choses qu'on peut parler. Puis, tu sais, moi, je fais de la musique dans la vie, puis je sais que toi, tu as étudié en musique. Puis, tu sais, j'ai des amis aussi qui ont des enfants qui écoutent ton émission, tu sais, puis je trouve ça vraiment cool que tu mettes de l'avant aussi des artistes québécois, puis des artistes... Plus de gauche, un peu plus de la relève ou plus... Oui, absolument. C'était le but vraiment de cette émission-là aussi. En fait, mettons qu'on en parle de l'émission, parce que c'était quand même un processus qui a duré plus que 4 ans et demi entre la toute première fois où un certain M.A. Grondin m'a écrit à... Je sais pas c'est qui. C'est ça. Moi non plus, je savais pas c'était qui. Hein. Quand j'ai lu le courriel, j'étais comme, oui, ça va me tenter, pas de problème. Moi, il faut comprendre que je suis du genre à dire oui à tout. Honnêtement, là, dans ma vie, là, 18% des choses qui m'ont été proposées, j'ai dit oui. Des choses qui étaient le fun, d'autres choses qui étaient moins le fun. Mais honnêtement, je dis oui à tout. Fait que quand il m'a proposé, on se rencontre-tu, tout ça, j'avais aucune idée qui j'allais rencontrer. Puis j'ai dit oui. Alors, quand je suis arrivé devant le Marc-André Grondin, j'ai fait oh mon Dieu, OK, là, j'ai pris un petit temps. Ouais. Mais le projet, mon Dieu, il était très, très embryonnaire à ce moment-là. Là. On n'était vraiment pas du tout au même stade. On n'avait même pas l'idée de musique. C'était plus sur le conte. Parce que lui, il l'avait vu dans une heure du conte que je fais. Ouais. On va en reparler. On en reparle. Puis d'ailleurs, je viens d'en faire une. Là, c'est pour ça que ce matin. Exactement. Puis, il m'a vu à la Grande Bibliothèque en 2017 à cette heure du conte-là. Il est venu avec sa fille. Puis il a dit Crime, il faudrait que je t'écris. Il m'a écrit. On s'est rencontrés avec une de ses amies qui est scénariste. Mais
comme je te dis, la ligne qu'on prenait n'était pas du tout la même que le produit fini. Là. Pas du tout. On était complètement ailleurs. On était plus dans le conte ou tout ça. On a même fait des espèces de petits pilotes où je racontais une histoire pour voir est-ce que ce serait la bonne formule, Puis finalement, à s'adjoindre aussi, une boîte de prod, Fairplay, puis tous les gens autour, le projet a migré, pas migré, mais juste a évolué pour en arriver plus à combiner la musique que mais tu sais, je sais que lui, c'est un très grand mélomane. Oui. Peut-être que quand vous vous êtes rendu compte que les deux, vous tripiez sa musique, ça a comme fait Eureka, j'imagine. Ouais, un peu aussi. Mais tu sais, il y a beaucoup de ça aussi qui s'est fait sans ma présence nécessairement, dans le sens que des fois, j'avais pas de nouvelles pendant 4, 5, 6 mois. Puis je me disais, c'est mort dans l'œuf, tu sais, parce que je veux dire, vous êtes probablement la même chose, des projets. Dans l'œuf, il y en a je sais pas, un puis un autre. Alors, des idées, des gens qui ont des idées, puis qui vont pas jusqu'au bout de leur idée ou qui se vont dire un nom, puis qui arrêtent là parce qu'ils ont eu un nom. Mais tu sais, c'est parce que des noms, tu vas en avoir, là, mais en bout de ligne, ça te prend un oui, c'est tout. Ça te prend juste un oui. Exactement, parmi tous les noms que tu vas avoir. Mais que ça a migré, ça s'est transformé. Il y a eu des mois où j'avais aucune nouvelle. Je me disais, c'est mort dans l'œuf. Puis finalement, non. Il me revenait en disant, on a pitché à telle place. Puis là, en bout de ligne, finalement, tout.tv. Puis 10 belles émissions dont je suis particulièrement friand, vraiment. Puis je pense que tout le monde qui a travaillé sur le projet le fait vraiment parce qu'il croyait, vraiment parce qu'il voulait quelque chose de beau. Souvent, même aussi je ne veux pas parler de cachet et de salaire nécessairement, mais tout le monde y donnait du sien pour faire en sorte que ça fonctionne. Il ne comptait pas les heures, puis vraiment, vraiment, ça a vraiment été super. Au point que c'est comme en contrepartie où justement on a donné quelque chose de tellement de bonne qualité que là, si on voulait une saison 2, il faut accoter ça. Puis il faut accoter les coûts aussi. Fait que c'est pas tout le monde qui est nécessairement prêt à engager ces coûts-là. OK, vous avez fait ça avec ce budget-là. Fait que go, on fait ça encore. Voilà. C'est le fameux stand de limonade dans The Office. Là. C'est quoi ça? C'est bon? C'est comme ta mère te donne 10$ pour aller acheter un stand de limonade. Puis là, ça te coûte juste 9$. Mais si tu le dis à ta mère la prochaine fois, elle va te donner 9$. Exactement. Le moral de l'histoire, il ne faut jamais en faire plus que le client. Jamais. En même temps, mais c'est tellement. C'est un projet de passion. Tout le monde est trop craqué. Puis là, des esprits craqués, puis engagés dans un projet, ça donne toujours la meilleure affaire. C'est toujours ça qui donne le meilleur projet. Fait que, après ça, c'est de jouer avec la balance d'avoir du monde craqué avec une effervescence de création. Puis les moyens versus les moyens de le faire. Tout à fait. Exactement. Ouais, absolument. C'est un bon... faut jongler avec ça. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça. En même temps, je me dis, si c'est pas ça, il y aura d'autres choses. Puis, à nouveau, je vais dire oui. Puis, si à un moment donné, il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien. Puis, je vais retourner à l'enseignement, puis c'est tout. Là, je veux dire, c'est là-dedans que j'ai étudié. Là. J'ai étudié en enseignement de la musique. J'ai mon bac de l'UQAM, tu sais. Fait que... Même si je dois vous avouer que l'UQAM, je n'ai pas toujours étudié fort. Là, c'est l'UQAM. Mais c'est aussi un peu le parcours de beaucoup de monde qui font des études en art. Là. Comme moi, je sais pas si j'ai étudié fort tout mon parcours. Pour être franc, j'avoue, j'en ai appris beaucoup plus sur le terrain une fois que j'ai commencé à enseigner que sur les bancs à l'université, sur les bancs d'école universitaires. Parce que je dirais que la formation est peut-être pas particulièrement bien adapté. Puis, tu sais, là, en ce moment, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre partout, forcément, mais ça fait quand même un bout. Bien avant la pénurie de main-d'œuvre généralisée, on parlait de pénurie d'enseignantes et d'enseignants. Et je le vois parce que les raisons pour ça, c'est écrit gros comme le ciel. C'est écrit dans le ciel, c'est gros comme le ciel. Mais gros comme le ciel, c'est gros. C'est gros en longtemps. Mais c'était écrit dans le ciel que cette pénurie-là allait arriver, puis elle est là parce que on n'a pas une formation adaptée aux enseignantes puis aux enseignants. Tu sais, c'est un métier qui est relativement technique, dans le sens que, surtout, mettons, je parle plus, mettons, primaire, secondaire. Puis là, tu parles pas nécessairement juste d'enseignement de musique, je parle en général. En général, vraiment. C'est un métier qui est relativement technique. Tu sais, t'en apprends beaucoup en le faisant. Tu sais, c'est pas nécessairement, t'es pas dans les grosses affaires de philosophie ou quoi que ce soit. Tu sais, les profs qui visent à aller enseigner justement à l'université,
parfait, je peux comprendre. On est plus dans le théorique, on est plus dans des concepts, dans des choses comme ça. Mais quand tu enseignes au primaire, tu es dans du concret, tu es dans de l'action. S'il y a Jérémy qui comprend pas, faut que tu y expliques aussi. Puis c'est pas tant Jérémy qui comprend pas, c'est pas ça les grosses problématiques. Les gens pensent que mais c'est difficile à cause des élèves qui comprennent pas puis ou whatever. C'est tellement pas ça. On est complètement ailleurs. On est beaucoup dans la surtâche, dans toutes les tâches qui nous sont pas montrées justement à l'université. Puis mettons que je compare avec une infirmière. Une infirmière a fait une technique. Parce que tout ce qu'elle va avoir à faire, c'est très technique, justement, aussi. C'est sûr qu'il y a des connaissances à avoir, mais on n'est pas dans les hautes connaissances philosophiques ou quoi que ce soit. On est beaucoup dans l'action. Beaucoup dans... je veux pas, évidemment, vulgariser puis simplifier, mais dans des choses concrètes. Bref, des piqûres, des médicaments, etc. Whatever. L'enseignement est similaire à ça, mais la formation est très différente. La formation est universitaire et elle est très, très... Plus dans les grands principes de la pédagogie. Puis des fois, du pelletage de nuages un peu ou des choses qui sont beaucoup trop poussées pour ce qu'on va faire réellement. Moi, je le savais là, que ça serait vers le primaire ou le secondaire. Je sais que je n'irais pas au cégep ou à l'université. Je le savais d'entrée de jeu. Mais j'ai eu des cours d'analyse musicale. Puis plusieurs cours d'analyse musicale, là. Pas juste un là, de 3 crédits, là, plusieurs, le 1, le 2, le 3, qui suivent sur plusieurs années ou sur plusieurs sessions. Mais tu dis ça, là, je me suis jamais servi de ça. Je vais jamais m'en servir. Jamais. Non. Jamais. Puis c'est drôle parce que pendant la pandémie, j'ai fait un ménage dans mes notes de cours aussi que j'avais gardées toutes ces années-là. Puis je regardais ça, puis je me dis, mais je peux pas croire que j'ai perdu du temps à faire ça, alors qu'on aurait pu m'expliquer, justement, Jérémy, là, quand tu fais une crise, là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est ça. Quand tu perds le contrôle dans ta classe parce que le lendemain, c'est une journée pédagogique ou c'est le lendemain de l'Halloween puis tout le monde est boosté sur le sucre comme des gens qui arrivent d'un rave, là, ben, c'est exactement ça que j'avais besoin. Ils ont mal à la mâchoire autant que quelqu'un qui a pris de la dope. Oui, je te le garantis. Ils ont trop mangé de bonbons. Bien avancé. Trop mangé de casse-gueule. Ben, c'est exactement ça. Tu as besoin de savoir ça. T'as pas besoin qu'on t'enseigne ces choses-là. Toi, tu as étudié en enseignement de la musique, dans le fond? Exactement. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai étudié en musique interprétation. Puis le tronc commun entre, mettons, interprétation où là, tu veux être un interprète, puis un instrumentiste versus l'enseignement, le tronc commun est quand même très commun. Il y a une couple de différences. C'est vrai. Finalement, pour des jobs qui sont complètement différents. Complètement différents. Quasiment de la musique, au final, c'est quand tu fais ce métier-là, c'est 90% enseignement puis 10% musique. Là, honnêtement, oui. Beaucoup. C'est très vrai. Puis c'est un peu triste de le dire, mais c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que beaucoup de... Puis là, on parle évidemment de l'enseignement de la musique parce que, bon, on parlait des choses qu'on connaît, mais je le sais pour avoir parlé à plein d'autres mondes aussi, que les formations dans d'autres domaines dirigées vers l'enseignement, c'est le même problème aussi. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands principes. On est beaucoup dans les études très, très, très théoriques. Puis t'as pas de concret. T'as pas de choses concrètes. C'est pas adapté à ce que tu vas réellement faire sur le terrain, tu sais. Fait que t'en apprends beaucoup plus dans tes stages, tout ça. Des stages qui arrivent à la fin, relativement à la fin. Tu sais, t'en as un à chaque année. C'est 4 ans, le bac. Puis le premier, là, c'est un stage, genre, tu te mets le gros orteil dans l'eau, puis c'est tout, puis tu t'en vas, c'est fait, là. T'as rien. C'est 5 jours d'observation. T'as pas le temps de faire rien en 5 jours, là. Puis tu prends pas de charge, rien, là. Tu fais juste t'observes ce qui se passe, juste pour dire, oublie pas, t'étais dans une école secondaire avant, là. C'est juste pour te ramener un peu quand t'étais au secondaire. C'est vraiment juste ça. Puis là, après la deuxième année, alors que tu as fait 2 ans d'études, là, tu as un premier stage où là, tu mets le pied dans une classe, vraiment pour dire, OK, là, bientôt, je vais être devant une classe, là. Tu sais, je vais être devant une classe, là. Mais ça a pris 2 ans. Donc, il y a des gens, là, pendant tous ces 2 ans-là, qui se font dire plein d'affaires ou qui se font pas réellement expliquer ce qu'ils vont faire. Ils arrivent au premier stage, puis ils font « Ah, c'est ça? Oh! » Fait que là, déjà, il y en a qui pognent un coup. Fait que là, t'en perds une batch, des fois. Il y en a que non, il y en a que oui. Moi, j'ai déjà été superviseur de stage. J'ai eu un stagiaire dans une de mes classes, tout ça, que clairement, je le vois qu'il n'est pas arrivé avec la bonne formation. Puis moi, je le prends sur moi aussi, ça mea culpa, mais je savais que j'avais pas non plus le bagage pour bien l'accompagner comme dans ça. Puis tu sais, son stage, ce qui a fait en sorte que son stage s'est pas super bien passé, c'est pas tant qu'il était pas
apte à vraiment enseigner, c'est tout l'aspect théorique de toute la planification de cours puis toutes les affaires. En bout de ligne, là, ta planification de cours, là, tu la fais juste pour la montrer à ta prof d'université parce qu'en bout de ligne, quand tu es devant ta classe, tu n'as pas le temps de la regarder. Tu n'as pas le temps de... Tu as toutes les choses à gérer. Tu as le message à l'intercom qui te bouffe 5 minutes au début de ta période. Ben, si ta planification est... Aux minutes près, ben, elle vient juste d'être fuckée juste à cause de ça. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a plein de grands principes universitaires qui sont pas adaptés puis qui font en sorte que les étudiants sortent de l'université avec un bac parfait, mais aucune expérience ou presque, et qui, après 5 ans, font comme « OK, là, j'ai vu dans les 5 premières années, font comme non, c'est pas du tout ça à quoi on m'a préparé, c'est pas ça que je m'attendais, puis ils quittent, puis là, on a une pénurie. Je veux dire, c'est clair comme l'eau de roche. Puis quand tu réussis à garder, après les 5 premières années, les gens que tu réussis à garder, ben là, on les épuise, puis on les tord, puis on max, ce qui fait que, ou des fois, comme c'est le cas pour moi, par exemple, il y a l'espèce de bureaucratie tellement lourde qui fait que les enseignants sont quasiment comme des numéros plutôt que des personnes qui ont des réalités toutes un peu différentes. Mais dans les feux commissions scolaires, les centres de services scolaires, il y a la bureaucratie grosse comme le bras qui fait que, à un moment donné, tu te sens comme un numéro, puis t'as pas... Je parle pour moi, par exemple, là, quand je suis arrivé, ça faisait 16 ans que j'enseignais, là, puis quand je suis arrivé pour dire à ma direction, écoute, là, j'ai un projet que je peux pas refuser, c'est 1 mois de tournage, c'est juste 1 mois, je suis à temps partiel, j'enseigne à temps partiel, fait qu'en bout de ligne, ce que je te demande, là, c'est 11 jours de m'absenter. Je te demande de m'absenter pendant 11 jours. Oui, c'est sur 1 mois, mais comme je suis à temps partiel, c'est l'équivalent de 11 jours. Ma direction est comme, ben oui. Ben oui, puis tu sais, elle sait que je suis un bon prof de musique, elle m'a vu aller, puis elle a entendu de toutes les autres écoles que j'ai faites, de toutes les autres directions, puis elle me dit pas de problème, mais que la commission scolaire dit, ben, je suis désolé, on peut pas parce que les enseignants à statut précaire, ils peuvent pas faire ce genre de demande-là, c'est tout. Tu sais, moi, je demande... Parce que le papier le dit. Exactement, parce que voilà, puis parce que ça tombe dans une craque. Puis après, de revenir à la charge pour dire, regarde, là, moi, j'ai vu tous les élèves toute l'année, je m'absente au mois de mai, là, puis je vais revenir je m'absente, tu sais, comme je te dis, l'équivalent de 11 jours, 4 cours, parce que j'ai un cours par semaine avec eux autres. Fait que 4 fois. Puis je reviens en juin pour clore l'année avec eux, faire les bulletins, etc., etc. Puis ben, après, l'année d'après, je vais être de retour, etc. aussi, tu comprends? Ben, au lieu de ça, ils me font, ben non, on n'a pas le personnel pour remplacer, on peut pas acquiescer à ce genre de demande-là. Fait que plutôt que perdre quelqu'un, un prof, pendant 1 mois, tu le perds à vie. C'est ça, au final, parce que... Les autres prennent le pari que tu vas rester, mais je veux dire, des affaires comme ça, c'est comme, ben, je suis désolé, mais... fait que, en bout de ligne, puis ça, c'est un cas parmi tant d'autres, là. Je veux dire, oui, je comprends que c'est pas tout le monde qui s'en va faire des émissions de drague, là. Je le comprends très bien. Mais il reste qu'il y a plein de gens, puis encore plus aujourd'hui, qui doivent concilier plein d'affaires dans leur vie aussi, là, qui sont pas nécessairement à la vocation de l'enseignement, juste l'enseignement. Fait que, tu sais, c'est pas évident quand tu... Moi, je sais que ça m'est arrivé à 30 ans, de dire aïe aïe, là, j'ai 30 ans, je suis devant ma classe, là, puis je t'avoue que c'est une journée qui fonctionne pas tant, là, puis de dire il m'en reste encore 30 à faire dans la même... Je pourrais rester dans cette classe-là à faire la même affaire, à voir les élèves passer d'une année à l'autre, là, tu sais, puis grandir, là, les premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Mais rester là parce qu'il n'y a pas nécessairement d'avancement dans l'enseignement, dans le sens que tu sais, beaucoup de gens disent ben tu pourrais devenir direction d'école, mais ça, direction, c'est une autre job. T'es pas nécessaire. Tu t'enseignes plus quand tu es dans direction. Tu gères des budgets, tu gères des parents qui sont en colère, tu gères. Bon, tu es complètement ailleurs. Là. On n'est pas du tout dans l'enseignement. Si toi, ça tente de pousser ça un peu plus loin, il y a peu de possibilités. Tu sais, je veux dire. Fait que ou bien faire une carrière académique, mais encore là, être comme détaché du terrain là, en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'éducation en musique. Il y en a qui se dirigent vers ça, c'est vrai, mais effectivement, c'est... En tout cas, fait que bref... En t'entendant parler, on dirait, tu sais, être enseignant, c'est un peu une vocation, là, tu sais, puis on dirait qu'il y a comme... Ben, je sens pas la passion ultime là, pour l'enseignement. Puis est-ce que tu l'avais? Est-ce que tu l'as perdu? Est-ce que tu l'as encore? Est-ce que...
Moi, j'ai encore la passion pour l'enseignement, bien sûr. Bien sûr. J'ai la passion pour l'enseignement, mais peut-être pas nécessairement dans ces cadres-là. Toujours nécessairement, mais je retournerai en enseignement. J'étais passionné. Là. Je faisais des spectacles, je faisais des heures, je fournissais la quantité de milliers de dollars que j'ai dépensé de ma poche parce que je me suis dit, OK, non, je veux faire ce projet-là, puis je sais que ça coûte ça, mais je sais qu'on n'a pas l'argent, fait que je le dépense. J'arrange ma classe comme je le veux. J'ai pas le budget, pas grave, c'est ça. Bien sûr que j'avais la vocation. Mais ça, en même temps, tu sais, tantôt, on parlait des budgets, puis tout ça, puis c'est un peu l'affaire de la limonade là, que tu disais. Ouais. C'est le même problème avec les profs. Si les profs se disent, hey, tu me payes pour 35 heures, c'est 32, mais 32 heures, tu me payes pour 32 heures, je vais faire mon 32 heures, mais je vais en faire bien plus, ou je vais être tellement comme, tu sais, je vais en faire à la maison, je vais faire plein d'overtime. Après, les gens... Ils s'attendent à ça. Ben oui, ils s'attendent à ça. Ils s'attendent à ce que Exactement. C'est comme ton affaire de limonade tantôt. Donc, la question de la excuse aussi, de dire, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont cet appel-là, puis que, tu sais, vraiment, comme les jeunes, puis transmettre ça, puis oui, c'est une vocation, mais de dire, tu sais, que, mettons, le gars qui est électricien, puis tu dis pas être électricien, c'est une vocation, fais-le pour des conditions plus tough, puis pour tel salaire, là, tu sais. C'est clair. Pas parce que les gens ont un appel à faire ça, qui croient vraiment qu'ils ne devraient pas être traités. C'est vrai. Non, c'est clairement. C'est clair qu'on est encore dans... c'est venu beaucoup de, évidemment, l'enseignement qui était fait par les religieuses, beaucoup, qui justement, elles avaient cette vocation-là, cet appel-là. Puis, c'est encore resté un peu ancré, mais il faut se détacher de ça. Il faut se détacher parce que sinon, effectivement, on a un système d'éducation qui va aller tout croche parce que ça part beaucoup des enseignantes et des enseignants, l'éducation, c'est évident. Alors, voilà. Écoute, on va taguer la ministre de l'Éducation sur ce podcast. Ça va me faire plaisir. On va espérer qu'il l'entende. De lui ou elle, on ne sait même pas à ce moment-ci. On ne sait pas encore. Mais puis en plus, ministre de l'Éducation... d'avant, qui était un prof aussi, dans la même commission scolaire où j'ai enseigné, le même centre de service scolaire où j'ai enseigné d'ailleurs. Tu te dis, OK, il me semble qu'il a dû voir ces choses-là, il a dû... puis, c'est ça, ça donne ce que ça donne en ce moment, effectivement. Voilà. Mais écoute, on pourrait en parler longtemps. Moi, ça me passionne, ce sujet-là, parce que je parle pas de beaucoup de sujets dont... J'essaie de pas parler de sujets dont je connais peu. Mais ça, je le connais. Tu le connais bien, je l'ai vécu. Pas juste je le connais parce que je l'ai vécu. Il y a une différence entre connaître quelque chose puis le vivre. Fait que, quand tu l'as vécu, tu as été dedans, tu as vu la réalité, tu as vu ce qui se passe, ce qui marche, ce qui marche moins aussi. Tu as vu les élèves qui... T'as vu les élèves qui, à la fin, sortent du primaire. Je donne ça comme primaire. Puis, tu sais, primaire, là, t'as 12 ans, là, 11 ans, 12 ans, là, quand tu finis à peu près le primaire, dépendamment. T'as bâti toutes tes fondations à cet âge-là. Honnêtement, là, t'as bâti une bonne partie de tes fondations parce que ils disent que souvent, comme un groupe de personnes a le quotient intellectuel des enfants de 12 ans. Là. Puis honnêtement, quand tu les regardes interagir, un groupe de personnes là, qui n'a pas de structure nécessairement, puis tu réalises qu'effectivement, c'est des enfants de 12 ans. Fait que tu les regardes sortir du primaire, puis tu dis, ça, c'est le portrait de notre future génération. Pas mal là. Oui, évidemment, au secondaire, il y a la puberté qui arrive, il y a bien des changements, tout ça. Mais ce qu'ils ont acquis comme valeur, puis comme base, comme fondation, c'est à la fin du primaire que c'est là. Il y a des choses qui peuvent changer, mais ça prend beaucoup de choses pour changer des choses parce que là, ça a été ancré. Fait que si tu les habitues tôt à être ouvert à la différence, à être toutes ces valeurs-là, ça se passe pas au secondaire, ça se passe au primaire. Puis moi, je leur ai parlé dans certains de mes cours, puis c'est un des gros avantages d'avoir des cours d'art. Moi, j'appelle ça des cours d'art plus que des cours de musique. C'est de pouvoir parler de plein de sujets qui sont même un peu avant-gardistes, ou en tout cas, tu sais, d'utiliser l'art pour amener plein de sujets. Puis moi, je leur ai parlé d'environnement, mais je leur ai parlé aussi d'alcool. Dans un de mes projets qu'on a fait, là, à un moment donné, je vous le résume, mais bref, on avait un sujet où on naviguait à travers les couleurs. Puis quand on était rendu dans le bloc jaune, qui était le bloc du plaisir, dans l'histoire qu'on faisait, dans le spectacle qu'on montait, ben justement, je parlais du plaisir, puis comment on en arrive à avoir du plaisir. On peut avoir du plaisir dans la vie de tous les jours, mais il y a des gens qui parfois utilisent des substances pour avoir du plaisir. Là, j'ai
pas mentionné les drogues, mais j'ai parlé de l'alcool. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, l'alcool? Ben, c'est que ça te crée un faux plaisir. T'sais? C'est que ton balancier là, qui va de gauche à droite, du plaisir au moins plaisir, ou qui continuellement balance comme ça, là, tu vas artificiellement le tirer du côté plaisir. Puis, ben, à un moment donné, il va falloir que tu le lâches. En arrêt, tu peux pas continuer à boire tout le temps. Faut que tu le lâches, il faut que tu sois prêt à ce qu'il revienne de l'autre côté, mais il y a des gens qui sont pas prêts à ça. Bref, je vous le résume super vite, là, mais tu sais, je parle de... Puis, j'ai jamais, dans ce cours-là, jamais eu l'attention des élèves autant. Ouais. Alors qu'il y a plein de parents qui peut-être écoutent en ce moment même qui diraient, ben non, on ne peut pas parler à des enfants de 11 ans, 12 ans d'alcool. Oui, Mais oui, il faut en parler. mais avec des mots d'enfants. Ouais. Puis c'est la même chose avec la sexualité aussi. Il y a beaucoup de parents qui sont réticents à parler de sexualité, mais ta sexualité d'adulte qui a vécu toutes les choses que tu as vécues, là, ça, c'est ta vision de la sexualité. Replace-toi comme un enfant de 12 ans ou de 11 ans ou de 10 ans. C'est quoi sa sexualité à lui? C'est pas genre sucer un peu, excusez, mais tu comprends? C'est pas faire des fellations. On parle pas de sucer de pénis ici. Non. Wow! Non! En même temps, ça prenait bien une drag queen pour en parler. C'est la première fois que vous en recevez. En tout cas. Pas première fois qu'on en parle. Inquiète-toi pas pour ça. Mais bref, c'est pas ça, parler de sexualité à un jeune. Parler de sexualité à un jeune, c'est parler d'acceptation, parler de compréhension, parler de dire... à 11 ans, tu embrasses le dos de ta main en t'imaginant que c'est ton ami que tu connais, puis en te fermant les yeux parce que tu n'as jamais connu ça, embrasser quelqu'un. C'est ça, là, la sexualité pour un jeune de 12 ans. Ça se passe pas nécessairement en bas des culottes, ça se passe beaucoup dans la tête. Fait que parlons de consentement à ces jeunes-là. C'est là que ça commence. Et pourtant, on est tellement réticents à parler de ces sujets-là. Quand je leur ai parlé d'alcool là, à mes jeunes, je leur ai dit, vous avez 11 ans, 12 ans en ce moment-là. Puis quelques semaines auparavant, il y a une jeune fille qui s'appelait Athéna Gervais, qui était une jeune de 14 ans, qui est morte à cause de consommation des Four Loko, l'espèce de boisson alcoolisée à 11,9% d'alcool, parce que ça peut être vendu dans les épiceries, parce que 12, c'est juste à la SAQ. Tu vois, toutes les c'est des grosses affaires... Faut le ciblé. Qui goûte le jus. Là. C'est ça goûte le jus, mais à 11,9% d'alcool. C'est stock, là. Ben, moi, j'ai dit, cette jeune-là, elle avait 14 ans, c'est vous dans 2 ans. Là. Ouais. Pas dans 8, 9, 10 ans, là, dans 2 ans. Puis je leur ai dit, moi, je suis désolé, là, me semble que j'aurais passé à côté de la traque. Je sais pas comment je me sentirais si je voyais votre face sur le journal, tu sais, à la une du journal dans 2 ans, parce que vous êtes décédé, tu sais, parce que vous êtes mort. Tu leur as dit ça? Oui, je leur ai dit ça. Puis je te dis, je suis émotif quand je leur ai dit, là, j'ai dit, fait que la journée, là, où, parce que ça va arriver, pas si, la journée, quand on va te proposer un verre, quand on va te dire, tiens, prends un verre, là, ben, j'aimerais ça que tu te souviennes de la discussion qu'on a en ce moment. J'aimerais ça que tu te souviennes du balancier. J'aimerais ça que tu te souviennes de dire, toi, intérieurement, là, est-ce que tu te sens prêt à dire oui? Pas parce que tu vas être l'ami de l'autre, pas parce que l'autre te met de la pression, parce que toi, tu te sens prêt. Puis tu as le droit de dire, je le sais pas. Tu as le droit, t'es même pas obligé de dire oui ou non. Tu peux dire, écoute, je le sais pas encore si je suis prêt. Laisse-moi le temps de réfléchir. C'est tout. C'est tout. Puis si toi, éventuellement, t'es la personne qui l'offre, là, ce verre de bière-là, ou cette bière-là, ou peu importe ce Four Loko-là, ça n'existe plus, en tout cas. Ben, respecte la décision de la personne aussi. Tu sais, insiste pas. Elle dit, je suis pas sûr. Parfait. T'es pas plus mon ami. T'es pas moins hot ou plus hot. Au contraire, je veux que tu prennes. Tu m'as dit que tu voulais prendre le temps. Prends-le le temps. Tu m'as dit non. Je respecte ton non. J'insiste pas. Puis c'est fun, dans la langue française, là, on a un non puis un oui. Même si t'entends pas, là, même si t'es dans la musique est forte, tu peux le savoir que la personne, elle t'a dit non, parce que ça fait. C'est exagère, je le colore pour que ça soit plus... Alors, c'est ça, c'est de ça qu'il faut parler aussi, là. T'sais? Ben, c'est tellement... Ça fait du sens, ça fait vraiment du sens ce que tu dis, parce que il faut que t'en aies parlé avant que la situation se présente. Puis, tu sais, de mon expérience à moi... Qui consomme beaucoup d'alcool. Qui consomme de l'alcool. Qui a des graves problèmes de consommation d'alcool. Mais de ma perspective à moi, je veux dire,
je me suis fait offrir de l'alcool avant de me faire dire, avant que je discute avec des gens plus vieux de comment réagir si tu te faisais offrir de l'alcool, tu sais. Mais c'était pas de façon perverse ou malicieuse, là, mais c'était juste que j'en avais jamais entendu parler, tu sais. La première fois que j'ai viré une brosse, je m'en rappelle encore, puis si j'avais été mis au courant que ça pouvait déraper comme ça, probablement que j'aurais fait un petit peu plus attention, là. Ça se peut. Comme ça se peut que, tu sais, t'aurais pas fait plus attention, mais t'aurais été conscient de dire... De qu'est-ce qui se passe. Je l'assume en ce moment que je prends une brosse puis que ça va... Puis que mon pendule, il va revenir de l'autre bord aussi, là, tu sais. Puis je le tire artificiellement, mais watch out quand il va revenir de l'autre bord. On m'a pogné une méchante... faut que tu l'assumes, faut que tu sois prêt. Puis s'il y a personne qui te l'a dit, personne qui te l'a montré, personne qui te l'a appris, ben c'est ça, tu l'apprends. Faut arrêter de jouer à l'autruche là, puis s'imaginer que les jeunes ils n'en voient pas de la sexualité puis qu'ils n'en voient pas, etc. Faut leur enseigner. Faut couper l'herbe sous le pied à toutes ces choses qu'ils vont voir sur Internet, à toutes ces mauvaises façons d'amener ça. Tu sais, on peut parler de tous les sujets avec les jeunes, mais en leur parlant à leur niveau. Puis l'Internet, c'est pas ça qu'elle fait. Elle leur parle des mêmes sujets, mais pas à leur niveau. Fait qu'eux autres, ils essaient de comprendre, alors qu'il y a plein de choses que t'as pas encore apprises. Ils essaient de comprendre des sujets qui leur sont montrés, la sexualité qui leur est montrée, où les femmes se font traiter comme la marde, puis « ils aiment donc ça ». Non. Là, ce que tu vois, c'est pas la réalité, puis... Voilà, puis après ça, on se demande pourquoi les jeunes garçons, ils insistent quand une femme leur dit non, tu sais, quand une fille leur dit non. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça, puis il faut couper l'herbe sous le pied à tout ça pour pouvoir les préparer à ce qui s'en vient plus tard. Puis c'est entre autres pour ça que je fais les heures du compte aussi, pour les préparer à... Nous, là, on pense qu'on est diversifié, mais watch out, dans une génération ou dans 10 ans, il va y en avoir encore plus de diversité. On va les élargir, puis je parle même pas de diversité sexuelle, là, je parle de toutes les diversités qui existent, là, tu sais. On s'ouvre beaucoup à l'immigration, et je pense que c'est une très bonne chose, mais il faut préparer aussi les jeunes à être capables de comment tu réagis lorsque quelque chose est différent, tu sais. Faut pas que tu te fermes, faut pas que tu dises c'est différent, je déteste ça, ça me fait peur. Faut pas que tu tombes dans cette peur-là. Faut que tu gardes ta vigilance, c'est sûr, ça c'est parfait, mais il faut que tu restes ouvert à il faut que je prenne le temps, il faut que je me force à prendre le temps parce que les préjugés vont embarquer rapidement, là, c'est sûr, c'est naturel, c'est des instincts animaux. Tu sais, quand un animal qui est dans la nature, il y a une fraction de seconde pour décider si la chose qu'il voit, elle va le manger ou il va le manger. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-tu un danger ou c'est pas un danger? Ben, c'est naturel qu'on fasse ça, mais nous, en tant qu'humains, on peut prendre le temps aussi de dire OK, ça n'a clairement pas l'air de menaçant. Là, il n'est pas en train de me menacer avec un couteau ou un fusil. Bon, ben, je vais prendre le temps de l'écouter, je vais voir. Ça se peut que je ne sois pas d'accord, mais ça se peut que je réalise aussi que finalement, il y a beaucoup de choses en commun qu'on a, puis que nos différences, elles ne sont pas si grandes que ça. T'sais, alors qu'elles paraissaient immenses à première vue. Moi, quand j'arrive devant quelqu'un, c'est clair que les gens... ils voient quelque chose qui est très différent, qui est coloré, qui a la peau noire en plus dans mon cas, qui est une fille, mais qui est un homme, mais c'est bien mélangeant pour des gens. Prenez le temps, faites juste asseoir, prenez le temps, pas des heures, là, juste quelques minutes pour comprendre qu'est-ce que cette personne-là fait. Qu'est-ce que cette personne-là... c'est quoi ses motivations à faire ça aussi? Puis finalement, vous allez rendre compte que vous avez bien des choses en commun, puis que les petites différences, oui, ils peuvent vous titiller, mais qu'en bout de ligne, c'est pas là-dessus qu'on devrait accorder de l'importance. Quand tu abordes ces sujets-là dans tes classes, quand tu abordais, mettons, ces sujets-là dans tes classes, j'imagine que c'était pas toujours, justement, au plan de cours officiel, mettons. Là. Ah, ben non. Ben, je veux dire, je me faisais un plan, oui, tout à fait, puis je les préparais. Là, je vous en parle comme ça sur le fly, mais c'est pas quelque chose que je me suis dit, tu sais quoi? Demain, je leur parle d'alcool. Non. J'ai préparé ça des semaines avant aussi. J'ai fait un PowerPoint même où j'ai justement montré le pendule. J'ai allé chercher les quantités d'alcool qu'il y a dans un verre aussi pour leur montrer. Là, quand vous avez votre boisson Four Loko, là, la quantité d'alcool que vous avez là-dedans, là, c'est pas juste une petite consommation, là, puis vous buvez ça au complet. Ne buvez pas, mais tu comprends. Puis, mais ce que je voulais dire, c'est, mettons, le décalage. On parlait de décalage entre, mettons, ce que tu vas apprendre à l'université puis vraiment le terrain. J'imagine que ça, c'est des choses que tu as
que t'as bonifié ton programme parce que tu as vu qu'il y avait un besoin, puis tu as vu que... Ouais. Mais quand tu fais ça, est-ce que des fois, c'est arrivé de te faire dire « Hey, t'es censé enseigner la musique, pourquoi tu parles de ça dans tes classes? » C'est jamais vraiment arrivé, mettons, parce que j'ai quand même... tu sais, je pense que j'ai fait mes preuves, puis les directions... En même temps, les directions, elles viennent pas se mêler de tout. Hein, je vous garantis, là, ils nous font confiance et tant mieux. Ils font confiance aux enseignantes et aux enseignants, ça, c'est tant mieux. Mais, tu sais, ça aurait pu qu'il y ait des parents, effectivement, puis c'est pas arrivé. Ça, je suis content, c'est pas arrivé. Mais ça aurait pu, mais moi, je serais revenu à la base de dire... Les 3 grands, bien avant là, mon plan de cours, là, dans le programme ministériel, là, il y a 3 grands principes, 3 grands objectifs. Okay? C'est d'éduquer, d'abord, donc d'amener des savoirs, là, etc. Puis ça, c'est clair que en tant que prof de musique, vous vous attendez à ce que les jeunes ils comprennent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ils comprennent les quintes, comprennent le genre, ils comprennent. Bon, ça. L'autre, c'est de qualifier, donc d'amener des qualifications, qui ça, effectivement, arrive peut-être un petit peu plus tard, dans le sens que tu vas obtenir ton diplôme plus tard. Tu vas devenir menuisier, tu vas devenir enseignant, tu vas devenir peu importe ça. Oui, mais ça se prépare tôt aussi, parce qu'il faut leur montrer la possibilité de choses vers lesquelles ils vont pouvoir aller. Leur dire, ça existe, tu peux faire ça. Tu peux, toutes les possibilités. Fait que ça se prépare tôt. Puis le 3e, c'est de socialiser. Mais socialiser, là, les gens font comme c'est apprendre à être avec tes amis et tout ça. Non, ça, c'est une minuscule partie de la société. Socialiser, ça veut dire apprendre à vivre en société. Ça veut dire d'apprendre à vivre, à comprendre ta place dans la société, comprendre tout ce qui t'arrive de l'extérieur de la... C'est ça. Fait que le socialiser, là, moi, toutes mes discussions que j'ai eues sur l'environnement, sur l'alcool, sur plein d'autres choses aussi, qui sont un peu en dehors de mon curriculum juste de musique, là, ça rentre dans le socialisé, puis il manque énormément de socialiser. Puis je suis content parce que grâce à l'art, on peut amener ça aussi. Puis dans la société, là, c'est beaucoup ça. L'art amène à réfléchir à plein d'autres choses aussi, amène à pousser les choses plus loin, à déstabiliser certaines fois sur des idées préconçues qu'on a ou sur plein de choses. Alors l'art, dans l'école, ça peut servir à ça aussi. Puis moi, je m'en suis servi pour ça. Mais oui, c'est clair que c'est en dehors de ce qu'on s'attendrait d'un prof de musique. Mais c'est justement le problème. C'est le prof de musique qui enseigne la musique. C'est le prof de français qui enseigne le français. C'est le prof de sciences qui enseigne la science. C'est le prof qui leur enseigne les choses qu'ils vont vivre. Qui leur enseigne la sexualité. Qui leur enseigne justement les discussions sur l'alcool. Qui leur enseigne... Ça tombe où? Ça tombe dans quelle case si tout le monde est juste stické sur « moi, je dois enseigner que ça ». Fait que il faut trouver des façons, puis il faut, en tout cas, je pense, réfléchir à ces façons-là de leur enseigner toutes ces choses-là aussi. Je suis parfaitement d'accord. Moi, je te posais la question parce que j'ai un ami qui enseigne la physique au secondaire, puis c'est arrivé qui est rentré dans ce genre de sujet-là, puis un peu plus d'intervention, après des choses qui étaient arrivées, puis il m'a dit que c'était fait dire par la direction de tu parles de physique, tu sais, puis que moi, ça m'a complètement fait flabbergaster. J'étais comme ça, pas de bon sens. Moi, je pense que c'est notre rôle à ce moment-là de tenir notre bout. Dire, je suis désolé, là, mais premièrement, j'enseigne la physique. Combien d'élèves dans ma classe vont réellement se servir de mes ce enseignements que je leur enseigne en ce moment, first, et versus combien d'élèves vont, je l'espère, se souvenir d'une discussion qu'on a eue sur des sujets qui vont les toucher, réellement. Puis, tu sais, la science, là, moi, je suis désolé, là, il y a de la science dans l'alcool, hein, dans la composition de l'alcool, puis tout ça, puis dans tout, c'est de la science, ça aussi. Puis il y a moyen d'essayer de bifurquer puis de dire, non, je leur enseigne parfaitement la science, je leur enseigne combien il y a d'alcool dans telle affaire, comment c'est fait l'alcool, puis c'est quoi les effets des... là, je suis pas scientifique avec ça, comprenez que j'ai pas les termes, là, mais c'est quoi les effets de telle affaire, que c'est-tu un neurodépresseur, etc. C'est de la science, là, ça aussi. Là. Tu parles de socialiser, puis mettons qu'on met ces deux idées-là ensemble, tu sais, en ce moment... Dans le vivre en société, une des choses les plus primordiales, c'est l'esprit critique. Tu sais, avec à quel point on est exposé à n'importe quoi, à de la fausse information, à n'importe quoi sur Internet, tu sais, puis d'avoir l'esprit critique pour être capable de démêler ce qui est le vrai du faux, tu sais. Ça me semble être l'endroit parfait, un cours de physique pour apprendre ça, tu sais, puis socialiser, entre guillemets, mettons. C'est ça, faut... Tu sais, toutes les spécialités peuvent contribuer à faire de toi une meilleure personne pour... je le pense, je l'espère en tout cas, mais c'est ça. C'est qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là dans
dans l'éducation de nos jeunes, tu sais, puis l'aspect justement de socialisation, de vivre en société, mais il n'est pas toujours nécessairement inclus dans tout parce qu'on reste tiqué à faut que j'enseigne la musique, mais en tout cas. Mais je reviens, excuse, après ça on ira sur un autre sujet peut-être, là, mais sur les questions de l'enseignement de la musique, justement, là, moi c'est un sujet qui me tient à cœur, puis je trouve que la musique c'est super important dans la société, puis de la partager, puis pour le développement des enfants aussi, mais mettons quand j'entends du monde dire quoi ça sert, pourquoi j'ai appris la flûte au primaire, ça sert à quoi, je me dis toi si t'enseignes ça c'est parce que tu y crois, c'est pourquoi qu'on fait ça, pourquoi on enseigne la musique aux jeunes? Probablement, c'est sûr que pour tout ce qui est développement il y a plein il y a des études là, qui ont été faites puis qui prouvent que tout ce qui est développement, quand les jeunes se développent au niveau de la musique, ils se développent beaucoup au niveau des langues aussi, puis au niveau de plein d'autres formes d'apprentissage aussi. Parce que la musique en soi, c'est une forme, c'est une langue aussi, c'est un langage. Mais clairement, tu sais, moi, je veux pas nécessairement juste y aller vers la flûte à bec. Puis c'est ça le problème, c'est que tout le monde retient juste la flûte à bec. Mais en même temps, si tu retiens la flûte à bec, c'est peut-être parce que ça t'a marqué aussi. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais je l'amène de façon différente. J'essaie de me l'amener de façon plus... Bon. Puis je leur dis, tu sais, oui, mettons, en 3e année, on introduit la flûte à bec. En 4e, je suis comme, j'aimerais ça vous rendre un peu plus autonome sur l'apprentissage de la flûte à bec. Vous le faites un petit peu par vous-même. On va en faire un peu en classe, mais... pour justement passer à d'autres choses aussi. Je veux pas qu'on fasse juste la flûte à bec. Moi, j'ai fait des projets sur la musique au cinéma. D'accord? La musique, parce que la musique, elle est omniprésente au cinéma, rattachée aux émotions. J'arrive d'aller voir un film d'horreur hier, je peux garantir que la musique était mauditement importante pour être rattachée aux émotions. Hein? Bon, mais ça en est de la musique, tu sais. Mais en même temps, je parle de cinéma, puis j'ai peut-être dans ma classe le futur Steven Spielberg, là, on le sait pas, mais c'est ça l'affaire, faut jamais oublier. Puis peut-être que parce que il y a cet élément-là qui vient de se déclencher chez lui, il a fait « Ah, c'est donc bien cool. » Puis tu sais, on regarde des extraits de films où on enlève la musique, on se dit « Mais comment on s'est senti quand il n'y a pas de musique? » On rajoute une musique différente, on change la musique, tu sais, etc., etc. On la crée, on crée une nouvelle musique sur cet extrait-là qu'on regarde ensemble. Ça en est de la musique, mais c'est bien plus diversifié, je vais dire, que juste la flûte à bec. Oui, c'est sûr, ils sortent pas nécessairement de là en étant des experts de la flûte à bec. Mais en même temps, comme je te dis, ils sortent en ayant vu plein d'autres choses aussi. Puis c'est ma vision. Ça se peut que ce ne soit pas tous les profs, c'est très correct aussi. Mais moi, ma vision, c'est d'essayer de leur montrer, surtout au primaire, bien entendu, le plus de choses possibles pour les intéresser pour capter cet intérêt-là, justement. Piquer les curiosités sur un élément. Exactement. Plutôt que de focusser juste sur l'apprentissage de la flûte à bec. C'est fun, c'est sûr, tu as joué d'un instrument, mais il y a moyen d'autre chose aussi, tu sais. Puis il y a moyen de me prouver que tu es un bon musicien ou musicienne ou que tu as pas nécessairement juste un intérêt, mais tu as mis du temps dans ton projet musical, même si tu n'es pas capable de jouer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, à flûte à bec. Il y a moyen que je t'évalue quand même sur ton aptitude à interpréter de la musique, même si tu le fais pas nécessairement à travers juste un instrument. Tu peux en découvrir la musique, tu peux la créer, tu peux aller dire « Ah ouais, OK, si... » de découvrir toute l'industrie, mettons, du bruitage. Là, ça en est de la musique aussi. Les bruits, ça fait partie de ce qu'on entend aussi. Ça en est au cinéma de bruitage. Tout ça, c'est super important aussi de montrer. Il y a plein de vidéos qui montrent les coulisses un peu du bruitage. Là, on pense que les bruits qu'ils enregistrent au cinéma, c'est ça, mais c'est pas tout ça. C'est tout fait après. Mais ça, c'est super intéressant, même pour des adultes. Là, même pour des adultes. Fait qu'encore plus pour des jeunes qui font « Attends, là, t'es en train de me dire que le bruit du verre d'eau qui se déplace sur la table, là, c'est pas le vrai bruit que j'entends, c'est un faux bruit qui a été recréé par après. » Oui, c'est ça. Ouais. Puis ça pourrait être une job que tu fais aussi plus tard si ça t'intéresse. Fait que moi, c'est ma vision dans ça d'essayer de justement d'élargir puis pas juste sticker sur la flûte à bec. Puis tu sais pas qu'est-ce qui va accrocher un jeune tant que tu le fais pas, parce que tout le monde en a toute une histoire, ou presque tout, en tout cas, la plupart des gens ont une histoire de comme, il y a un prof qui a fait telle affaire, puis moi, ça a été le déclic. C'est vrai. Puis peu importe à quel moment, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep, parce qu'il y a un prof qui fait quelque chose, puis toi, c'est sur ça que tu pognes, tu sais. Ouais. Puis
tant que tu ratisses pas large, puis ton offre de qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous apprenez est pas le plus large possible, ben tu réduis les chances qu'il y ait ce moment-là pour quelqu'un, je pense. Exactement, mon Dieu, t'es plus intelligent que t'en as l'air. Moi, Caroline, c'est pas pire, ça. J'entends ça souvent. Pas juste que... Non, c'est vrai, je fais des blagues, mais ouais. Surtout les arts, tu sais, parce que ça peut être aussi la chose... Tu sais, mettons, un jeune qui peut avoir des difficultés, mais qui trippe vraiment sa musique ou sur les arts en général, ça peut être la chose aussi qui l'accroche puis qui donne une raison de continuer d'aller à l'école puis de poursuivre. Exact. Absolument. Puis que peut-être, lui, il va chanter au Centre Bell pendant que toi, tu vas sur ton ordinateur faire de la comptabilité plus tard. Ça se peut aussi, là. Tu sais, faut pas oublier qu'il y a ça aussi. Puis faut pas dénigrer aucune forme de... T'sais, on est beaucoup axé sur justement les études, puis c'est vrai que c'est important les études, c'est tellement important l'éducation, mais l'éducation, elle peut passer par plein d'autres formes aussi. Ouais. L'éducation manuelle, ça en est une forme. Tu peux apprendre à faire des choses manuelles où tu n'as pas nécessairement toujours besoin d'apprendre des cosinus, puis des tangentes, puis des sinus, puis toutes ces affaires-là dont on ne se souvient pas, puis qu'on s'utilise fuck all. Tantôt, tu parlais des comptes que tu faisais l'heure du compte, mais tu l'abordais... en parlant de diversité, puis down the line, il va y avoir évidemment beaucoup plus de diversité, mais quelque chose que tu as mentionné sur lequel je veux revenir, c'est que tu disais qu'avec l'immigration maintenant, qu'on veut avoir plus d'immigration, du moins on veut réussir à mieux intégrer les immigrants. Mais c'était la première fois, quand tu le disais, que je considérais que l'intégration... ça se fait par en dedans. Là. Dans le sens où, quand les immigrants arrivent ici, oui, il y a toute la question de la francisation puis de comment les aider à bien s'intégrer, mais dans l'éducation des jeunes, il y a une part vraiment importante de l'intégration future. Je trouvais le commentaire vraiment pertinent, en fait. Ben, je le pense aussi. Tu sais, comment dire? Quand tu accueilles, mettons là, tu reçois quelqu'un chez vous là, à souper. OK? Ben, t'as beau dire, c'est chez moi, je vais faire ce que je veux à manger. Mais si la personne est allergique, il faut que tu sois conscient. Il faut que toi, tu t'adaptes aussi à la personne qui vient chez vous. Pour dire, t'es-tu allergique? T'as-tu des... Si je fais un pâté, t'es-tu correct à manger ça, etc. Bon, t'es-tu végétarien? Faut que tu t'adaptes aussi. Ça veut pas dire que la personne peut arriver chez vous et dire, moi, je veux pas manger ça, je veux pas manger telle affaire. Faut qu'elle s'adapte. Tu sais, faut mettre de l'eau dans notre vin un peu, dans les deux sens. Mais c'est le même principe. Oui, on accueille des gens chez nous. C'est pas réellement chez nous. On s'entend dans le sens qu'on a juste... Nous, tout ce qu'on a fait, c'est naître ici. Hein? En fait, on n'a rien fait, mais c'est nos parents qui l'ont fait. On s'entend. Il faut partir de ce principe-là que moi, j'ai rien fait pour mériter de vivre au Canada. Là. Je suis né, c'est tout. J'habite au Canada, that's it. C'est tout ce que j'ai fait pour mériter ça. Ça aurait pu être ailleurs. Ça aurait pu être... Là, ça, il faut prendre ça en considération aussi, je pense. Mais quand il y a des gens qui arrivent ici, ils arrivent ici souvent avec un bagage puis qu'on ne connaît pas. Hein? Des choses qui sont peut-être un peu différentes aussi, mais en bout de ligne, je répète ce que j'ai dit tantôt, qui ont beaucoup plus de similitudes avec ce que nous, on veut. Ils ne viennent pas ici pour... ils viennent ici parce qu'ils veulent la sécurité, ils veulent avoir une meilleure vie pour leurs enfants. Souvent, c'est des parents qui amènent leur famille parce qu'ils ne déménagent pas nécessairement juste pour eux, ils déménagent pour leurs enfants beaucoup aussi. Ils veulent pas abuser de ce qu'on a ici. Ils veulent juste être... Ils ont les mêmes préoccupations que nous, être en sécurité, être bien, être aimé, être accepté. Tu sais, bon... évidemment, se sentir utile aussi, sentir que s'ils ont des connaissances qui peuvent les mettre au bien de tous. T'sais. Maintenant, c'est vrai que ça arrive que des fois, il y a des valeurs qui sont différentes. T'sais, nous, ici, je pense, en tout cas, qu'on a de bonnes valeurs au Québec. Il faut s'assurer que les gens qui arrivent comprennent ces valeurs-là. Donc, c'est pas évident là, parce que je sais que de dire c'est quoi nos valeurs, mais nos valeurs à la base, c'est parce que des fois les gens mélangent, mettons, les moyens d'arriver à ces valeurs-là versus les valeurs. T'sais, les valeurs, c'est à la base, c'est nous ici, on a une valeur au niveau d'acceptation, au niveau d'ouverture, on a une valeur de respect mutuel aussi, on a une valeur de
d'égalité et d'équité. Tu sais, c'est pas parce que t'es un homme que t'es plus hot qu'une femme, c'est pas parce que, etc., etc. Tu sais, toutes ces valeurs-là. Ça, c'est les choses qui sont à la base, c'est nos valeurs. Faut s'assurer que... Ça, je pense pas qu'il faut changer nos valeurs, par contre. Ça, c'est quelque chose à la base. Tu sais, si toi, t'es végétarien, puis tu reçois tes amis, puis toi, t'es vraiment, vraiment végétarien, puis ça fait partie de tu sais, quelque chose qui est très ancré en toi. Tu reçois des amis chez vous, tu leur dis, moi, je suis pas à l'aise que vous mangez de la viande, êtes-vous capable de vous adapter? Si c'est très, très, très bon. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est le même principe pour les gens qui arrivent de l'extérieur, des immigrants qui viennent ici, vivre ici. Il faut qu'on s'assure qu'ils comprennent c'est quoi nos valeurs ici. Si tu arrives puis tu dis, avec des valeurs en disant, les gays, c'est dégueulasse, les femmes, c'est moins que des hommes, ils devraient être au service des hommes, ça correspond pas à nos valeurs ici. On n'est pas juste dans quelque chose qu'on est capable de faire des pas là-dessus pour essayer de t'accommoder, non. Pas là-dessus. Moi, je suis d'avis, en tout cas, que sur ces valeurs-là, ça ne devrait pas. On ne devrait pas faire d'accommodation. D'accommodement. Mais, une fois qu'on les accueille, oui, c'est clair que eux autres arrivent avec leur bagage, avec leurs choses qui sont en synchronisation, en synchronisme avec nos valeurs, mais qui sont peut-être un peu différentes aussi, qui arrivent, qui prennent un véhicule différent pour arriver aux mêmes valeurs. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, oui, on a un travail à faire pour dire, je peux pas me permettre de juger tout de suite parce que là, je tombe dans les préjugés. Je peux pas faut que je prenne le temps. Faut que je garde en tête que oui, dans ma vie, je vais voir des choses qui sont très différentes, mais que c'est probablement des différences qui sont relativement en surface. Parce que en prenant le temps, en retournant aux valeurs, je vais me rendre compte qu'ils ont peut-être forcément les mêmes valeurs aussi. Tu sais. Fait que oui, le changement, il part de l'intérieur aussi. Puis je l'ai dit, en tout cas, je pense, on ne pourra pas revenir en arrière et dire non, on revient juste à si tu habites au Québec, il faut que tu sois blanc, il faut que tu sois. Mais non, bien sûr que non. Alors, les jeunes qui sont dans les heures du compte que je fais, ils vont être confrontés, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ils vont être confrontés à cette différence-là, à ces différences-là, encore plus que nous. Alors, il faut les ouvrir déjà avec ça, puis juste les préparer à dire, ça se peut que tu rencontres des gens qui sont différents de toi. Ça se peut qu'il y ait des gens qui, mon Dieu, qui des fois parlent pas le français aussi bien que toi ou parlent pas la même langue, ça se peut, etc., etc. Comme ça se peut que tu rencontres aussi des gens qui, mon Dieu, qui n'ont pas la même religion que toi, qui sont pas habillés comme toi, qui portent les cheveux roses, qui portent des bijoux, qui portent les faux cils. Voilà. Mais prends le temps, c'est juste ça. Prends le temps de voir, d'essayer de comprendre. Ça se peut que vous vous entendiez pas sur tout, c'est très correct. Tu as le droit à ton opinion, tu as le droit de... mais en bout de ligne, tu vas te rendre compte qu'à la base, il y a bien des choses qui sont pareilles, finalement. Ben oui. Puis tu sais, ces enfants-là qui t'ont vu, probablement quand tu arrives, tu sais, quand t'es enfant, je veux dire, t'écoutes les émissions pour enfants et toutes sortes de personnages, tout ça, toi, t'arrives, ils doivent pas tomber de leur chaise, dans le sens qu'ils doivent... Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils tombent de leur chaise? Non. C'est sûr qu'ils... C'est sûr qu'en fait, je pense que c'est surtout le côté impressionnant. Ouais, c'est ça. Avec les cheveux, les bijoux, etc., la robe, je pense que c'est ce côté-là. Ouais. Puis aussi parce que, bon, là, maintenant, il y en a certains qui m'ont vu à la télévision, dans l'émission pour enfants. Fait que là, de le voir en vrai, même les adultes, là, ils tombent nez à nez avec Guylaine Tremblay dans la rue, puis ils figent un peu. Là, c'est Guylaine Tremblay. On s'imagine pas que ces personnes-là existent en dehors de la télévision. Bon, même principe avec les enfants aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit... mais je m'assois, je prends le temps de leur dire, bon, qu'est-ce que je fais, etc. Puis au bout de maximum 3 minutes, ils ont parfaitement compris, puis on a passé un prochain appel, là, puis là, on est les comptes, on a du plaisir, on fait des activités musicales, on fait tout ça, tu sais, ça fait que ils tombent pas en bas de leur chaise, non, mais c'est sûr que ça prend un petit moment pour comprendre, puis je suis content parce que dans ce cadre-là, ils peuvent prendre le temps de comprendre. Évidemment, le problème, c'est que c'est justement... Ceux qui sont dans les activités, c'est bien, mais c'est ceux qui ne sont pas dans les activités aussi que là, malheureusement, qu'il faudrait être capable de reach, non? En tout cas, d'amener dans les activités. Oui, exactement. Mais on reviendra à ça, mais là où je voulais aller avec cette idée-là, c'est que peut-être que, tu sais, mettons, les enfants qui te voient, ils n'ont pas conscience que nécessairement que ce qu'ils ont devant eux, c'est une drague, tu sais, puis tu sais, tout ça, puis peut-être que ils vont juste passer un très bon moment, puis ça va être un bon souvenir, mais plus tard dans leur vie, ils vont faire
crime, cette fois-là, il y a une drague qui est venue me conter un conte, puis c'était vraiment le fun. Puis là, tu sais, ça peut complètement changer la perception que cette personne-là va avoir des différences down the line, sans s'en rendre compte sur le moment que c'est différent tant que ça. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est pile poil dessus. Tu sais, moi, ça m'a pris du temps à savoir que Robin et Stella, l'émission que j'écoutais, c'était 2 filles. J'arrivais bien tard dans ma vie que j'étais c'était 2 femmes, qu'est-ce que c'est ça? Puis en bout de ligne, m'en contrefichais, là, tu sais, j'avais pas réalisé sur le coup, mais c'était cool, j'aimais l'émission, puis etc., etc. C'est le même principe aussi. Le but, c'est de comprendre que la personne qui est devant toi, elle va te faire passer un beau moment, elle va te faire passer, peu importe le véhicule qu'elle utilise, tu sais. Moi, c'est la drague dans mon cas. Oui, je sais que c'est en dehors de l'ordinaire, c'est clair. Mais peu importe le véhicule qu'elle utilise, elle va te faire passer un beau moment, tu vas avoir du fun, puis c'est tout. Les enfants le comprennent. Les adultes, des fois, qui ne comprennent pas. C'est ça. Ça peut nous amener à parler de ce qui s'est passé cet été, dans le fond, là, parce que tu étais supposé faire une heure du compte, en fait, que tu vas faire. Oui. Puis certains élus qui étaient pas à l'aise, il y a eu, en tout cas, ça a été annulé, puis ça a été rebooké. Peux-tu nous conter ce qui s'est passé? Grosso modo, mettons qu'on recule un tout petit peu. Au mois de juin, je faisais une heure du compte à Dorval. J'en faisais 2 dans la même semaine. Une première qui était plus privée pour des enfants d'une garderie, là. Il y avait 3 classes de garderie qui venaient, donc elle n'était pas ouverte au public. Là, c'était comme un lundi matin. Puis, juste parenthèse, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait depuis 2016, la première fois que je l'ai faite. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Je l'ai fait l'activité pour les jeunes de la garderie, dans une bibliothèque, mais de la garderie. Une des bibliothécaires a pris une photo, l'a mis sur les réseaux sociaux pour dire « Hey, Barbada, elle est venue aujourd'hui pour l'heure du compte avec les autres. Elle va revenir samedi, mais là, c'est ouvert à tout le monde si vous voulez. » Et là, c'est là qu'il y a eu une grosse polémique. Quand même, une grosse polémique là, où là, les gens se sont mis à... Bon, etc. Il y a une vague de commentaires. Une vague de commentaires, mais, tu sais... Des gens qui, probablement, tu sais pas, sur les réseaux sociaux, tu sais jamais où la personne peut être aux États-Unis en ce moment en train de commenter. Là, parce que surtout que, c'était dans un milieu, c'était à Dorval, fait un peu plus anglophone aussi, parce que c'est pas la première heure du compte que je faisais, là, je l'ai dit, fait depuis 2016. Là, donc, je pense que le côté anglophone a fait en sorte que peut-être la nouvelle ou ça, c'est partagé beaucoup plus du côté anglophone aussi, puis pas au Québec nécessairement, là, je parle pas nécessairement au Québec, je veux dire partout, il y a peut-être des gens des États-Unis là, qui sont contre ça, qui ont commenté sur la photo, Alors ça a fait un peu boule de neige, il y a eu même des menaces un peu plus sérieuses, alors le maire de Dorval a dit on va amener la police, mais on n'annule pas l'activité, elle aura lieu. La police était là quand je suis arrivé. C'est quand même surréel quand même que toi tu vas compter des comptes puis ça prend la police. Oui, c'est surréel, je sais, puis c'est pour ça que moi, je suis arrivé en disant, là, il n'y aura pas un manifestant, là. Tu sais, pensez pas que les gens là, qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils vont... ils s'en permettent, mais... C'est comme, il y a des vidéos de chiens, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, genre qui sont de chaque côté d'une grille, là, puis qui hurlent, là, qui jappent, là, puis ils sont super méchants, tout ça, puis là, la grille rouvre, puis ils sont face à face, puis ils font rien. Même affaire des personnes sur les réseaux sociaux. Bref... ça crie gros comme le bras sur les réseaux sociaux, ça lance des menaces, etc. Mais je pense que notre devoir, c'est de dire c'est pas vrai qu'on va céder à ça, à ce genre de bon, etc. Et le maire de Dorval a fait parfaitement un très bon travail selon moi. Il a dit on y va de l'avant avec l'activité, etc. Mais c'est sûr que ça l'a créé dans la tête des gens quand même une certaine... puis en passant, il y a eu un manifestant. Mais qui est arrivé avec sa casquette arc-en-ciel, son gros drapeau arc-en-ciel. Fait que vous comprenez qu'il était pour l'activité. Il m'a interviewé d'ailleurs pour un de son balado. Bon, bref. Mais ça a fait en sorte qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui avaient prévu l'activité qui là ont vu la polémique que ça a créé. Puis en fait, ils ont eu peur. Là. Oui. Effectivement, ils ont peut-être eu des inquiétudes, plus que de la peur, mais des inquiétudes. Alors, quand à la bibliothèque de Saint-Laurent, les bibliothécaires qui m'avaient prévu au mois de novembre, mais qui avaient prévu ça depuis, je pense, février, j'ai regardé le courriel, il me semble que c'était en février que j'avais ça, ils ont présenté aux élus municipaux leur programmation. C'est une façon de faire, c'est par principe, mais les élus municipaux n'ont rien à dire dans la programmation. C'est les bibliothécaires qui décident, etc.
Là, les élus municipaux s'en sont mêlés puis ils se sont dit « Ah, Barbada, on n'est pas sûr, ça s'est passé il y a quelques semaines, il était un peu frileux. On dit, on va revenir au prochain conseil municipal, on va en jaser, etc. » Au conseil municipal suivant, ils ont décidé d'annuler l'activité. Là, évidemment, les bibliothécaires, eux, ils se font annuler leur programmation. Ils se font dire « On veut des activités qui font la promotion de l'ouverture, de la différence, etc. C'est ça qu'on met de l'avant dans nos bibliothèques, dans notre programmation. Puis vous allez les annuler, nos activités. T'sais. Fait qu'il y a eu un petit conflit dans ce coin-là. Et une des bibliothécaires, avec raison dans un sens, est allée en parler aux médias. Fait que là, moi, j'ai appris ça des médias. Mario Girard qui m'écrit sur Facebook, qui me dit « Hey, salut, j'aimerais ça te parler pour l'annulation de l'activité. » Moi, j'ai fait, elle n'a pas annulé l'activité, là. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est une je l'aurais su, je l'aurais su. Ça a l'air que lui, il l'a su avant moi. Ouais. Parce que moi, effectivement, je ne l'ai pas su. C'est lui qui me l'apprend. Donc, moi, je suis frustré là-dedans, évidemment, encore plus, de ne pas être au courant. J'ai des entrevues à faire, puis je ne suis même pas au courant de la situation. Alors, moi, tu penses bien que je prends le téléphone, puis je fais des appels auprès des bibliothécaires. Je parle à la chef de division des bibliothèques, puis tout ça, à la ville de Saint-Laurent, m'explique la situation. Je dis, mais pourquoi vous m'avez pas appelé? Pourquoi on ne s'est pas parlé? Pourquoi je ne suis pas allé les rencontrer? Vous étiez inquiet? J'aurais compris si l'activité était la semaine prochaine. Là, on prend la décision un peu rapidement. On décide de reporter. Pas de problème. Ouais. Reporter plutôt qu'annuler, mettons. Ben oui. Mais là, d'annuler complètement l'activité qui est dans 4 mois, 5 mois. Ouais. Avant même qu'on puisse s'asseoir puis jaser de ça. Oui, exactement. Puis que moi, je suis même pas au courant. Fait que c'est d'autant plus frustrant. Bref, ça fait de boule de neige, etc. Je pense que le fait qu'elle en a parlé dans les médias a fait réagir les gens de Saint-Laurent, les élus municipaux. Je pense que c'est devenu plus gros qu'ils auraient voulu, définitivement. Moi, je trouve que c'est devenu plus gros que j'aurais voulu parce que, à nouveau, je répète, tout ça, ça aurait pu être réglé si on s'était juste parlé. Si vous m'aviez juste dit « Hey, ils sont pas sûrs. Tu peux-tu venir les convaincre? » T'es assez bonne là-dedans. Pas de problème, effectivement. C'est exactement ça que j'ai fait. T'sais, ils m'ont dit, OK, bon, finalement, ils ont accepté de te rencontrer le 1er août. Drôle de coïncidence, c'était au début de la semaine de la fierté, mais là, ça, je dis rien, mais bon. Accepté de le rencontrer. 75 minutes plus tard, il était comme, merci de nous avoir rencontrés. Super cool. On sait ce que tu veux faire. On comprend ce que tu veux faire avec les jeunes. On remet l'activité au programme. On hisse le drapeau gay devant la mairie, le drapeau inclusif, là, devant la mairie de Saint-Laurent, puis on remet l'activité au programme, puis là, voilà. Fait que, en bout de ligne, tout ça pour dire que il faut se parler. C'est ça. On dirait que c'est comme une grosse affaire, une grosse tempête dans un verre d'eau, essentiellement. Ça l'aurait été... en fait, oui, c'est une grosse tempête dans un verre d'eau, puis une tempête qui aurait clairement pu être évitée, comme bien des situations dans la vie où on peut se parler. Ouais. Puis ça m'a aussi fait prendre conscience du pouvoir des médias, puis de faire attention aussi, par exemple. Je ne dis pas que les médias sont... je n'ai pas de mauvaises intentions aux médias, mais c'est parce qu'une fois que c'est dans les médias, là, ça sort. Puis là, les gens vont prendre juste des brides d'informations. Et là, c'est là que c'est très, très, très dangereux. Puis tu sais, j'ai des gens qui m'accotaient dans la rue qui étaient pour les activités que je fais. Là. Tu sais, je les voyais dans le village, puis ils étaient comme « Hey, c'est super cool ce que tu fais, mais on est donc triste de toutes les annulations. » Tout ça. Je suis comme « Toutes les annulations? Il y en a eu une. Puis même pas, elle n'était pas annulée finalement. Elle est revenue au programme. » Fait que, tu sais... Il y a ça peut faire une espèce de traînée de poudre où tu n'as plus le contrôle. C'est ça qui est très, très pernicieux puis dangereux, je dirais, à la limite aussi, quand on y va publiquement, surtout avec les réseaux sociaux, mais tout ce qui est médias aussi. Il faut faire mal attention. J'ai l'impression que ça, c'est une boîte de Pandore qu'on peut plus refermer. Tu sais, la frivolité des médias, tu sais, parce que là, tu sais, puis on en a parlé, même que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur le podcast de ça, mais puis là, c'est encore pire que c'était quand on en parlait, au sens où il y a tellement une course à avoir le scoop, puis le gros titre, puis le potin en premier, qu'il n'y a même plus la due diligence du journaliste d'essayer de comprendre c'est quoi l'histoire, tu sais. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des articles repartagés qui me concernaient de journalistes qui avaient aucune idée de l'histoire. Puis quand tu lis le truc, tu fais... T'as même pas pris la peine de lire le document duquel tu parles. Mais j'ai l'impression que c'est ça pour tout le monde. T'sais, ton histoire, là, c'est précisément ça. C'est quelqu'un qui a pris l'article, puis là, le monde,
Là, ça part en couille. Il y a ça, puis après ça, il y a l'autre step du téléphone que le monde lise en diagonale. C'est ça, fait que là, t'es deux perceptions de loin de la vraie affaire, tu sais. Fait que c'est comme ça devient. C'est le jeu du téléphone, tout à fait, mais c'est ça. Fait qu'il faut faire très attention à tout ce qui est public, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est... Il y a un beau pouvoir aux médias aussi, puis ça, moi, je serais pas d'avis de... Je suis pas à la Donald Trump de je déteste les médias, là, pas du tout. Au contraire, ça prend les médias parce que souvent, c'est grâce aux médias qui révèlent certaines choses que le public ne sait pas. Ça prend ça. Ça prend des journalistes informés qui font ces enquêtes-là, qui font etc. Mais justement, aussi, la contrepartie, c'est qu'une fois que ça sort, après ça, on prend juste des brides d'informations, on prend juste des petites affaires. C'est une histoire qu'on peut expliquer en 20 minutes, est expliqué et raccourci en un texte que les gens prennent 4 minutes à lire, puis après ça, est raccourci en une nouvelle de 30 secondes pendant le bulletin de nouvelles. Tu sais, fait que t'en manques des bouts, là. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que c'est très, très... c'était la première fois dans ma vie que je me confrontais un peu à ça, puis j'étais dans cette situation-là. Ouais. Puis en même temps, je pense que je l'avais peut-être lancé un peu dans l'univers, parce que longtemps, quand j'enseignais aussi, puis là, en ce moment, je suis en pause d'enseignement, évidemment, là, depuis 1 an et demi pour me concentrer sur depuis la situation que je vous ai expliquée aussi, ils n'ont pas voulu m'accorder un congé sans solde. Ouais. Mais bref, quand j'enseignais tout ça, c'est arrivé souvent où des gens me demandaient, t'as-tu, mettons, des réactions négatives de parents, tout ça, puis j'étais comme... Jamais. C'est jamais arrivé, mais j'aimerais ça que ça arrive. J'aimerais ça qu'un parent me dise « Hey, moi, j'ai vu que vous faites de la drague, je veux pas que vous enseigniez à mon fils ou à ma fille. » Parce que ça me donnerait l'occasion de leur dire « On va s'asseoir, on va prendre le temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la drague. Puis dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez eu un show de drague? » C'était « je suis jamais allé en voir. » Ah, OK. Puis c'est quand la dernière fois, mettons quelqu'un qui me dit « Oui, je suis allé en voir, là. » C'est où? Au Cabaret Mado. Puis c'est qui est au Cabaret Mado? Ben, des adultes. Ah! Pas pareil, hein, là. On est avec des enfants. C'est pas la même chose, me semble. Juste d'avoir ce... Mais j'ai jamais eu l'occasion. Il n'y a jamais eu un seul parent qui m'a dit négativement que quoi que ce soit, ou du moins, ça s'est jamais rendu à mes oreilles. Fait que, peut-être que la direction a fait un bon travail à amortir le choc sans que ça se rende à moi. Parfait. Mais moi, ça s'est jamais rendu à moi. Mais là, peut-être que justement, à force de répéter cette affaire-là, ça s'est lancé dans l'univers, de dire, j'aimerais ça qu'il y ait des parents qui j'aimerais ça que... Ben, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui avec l'histoire cet été. Mais, à nouveau, je vois le positif là-dedans. J'ai eu l'occasion de... probablement, ça a été de la très bonne publicité parce que jamais autant de personnes qui m'ont appelé. Je te dis, j'en fais une ce matin dans une garderie. J'en fais une toutes les semaines dans des bibliothèques, des théâtres, etc. Bon, alors, c'est très, très positif. Mais... ça m'a aussi donné l'opportunité d'expliquer qu'est-ce que je faisais réellement. Ça a aussi donné l'opportunité à des gens qui sont venus dans les Arts du Conte, qui en ont parlé après dans les médias, en ont parlé dans les journaux, le sac de chips, entre autres, qui a dit « Voici ce que vous allez voir quand vous allez venir à l'Heure du Conte avec Barbada. » Puis là, qui détaillait ce que ça se passait, puis comment ça se passe réellement. Parce que malheureusement, les gens qui se permettent de critiquer, ils sont jamais venus. Puis je peux comprendre jusqu'à un certain point que si tu te bases sur ce que tu vois à la télé, sur les shows de drague, si tu penses sur ce que tu vois dans des bars adultes, etc., c'est sûr que si tu fais un amalgame, ça, c'est la drague. C'est que ça. Il n'y a aucune... Bon, mais là, on est ailleurs. Puis c'est pas juste ça. C'est moi. Je suis prof de musique. Je le sais comment interagir avec des gens. Je le sais qu'un enfant qui arrive puis qui rit, il rit pas de moi. C'est pas méchant. Mais ça, un adulte qui n'a jamais travaillé avec des enfants, il le sait pas. Il va tout de suite se braquer en disant « Petit Chris, il rit de moi, lui? Il rit parce que je t'habille en femme. » Non, il comprend pas. C'est juste ça. Puis sa façon de l'exprimer, c'est à travers le rire. C'est juste ça. Tu sais, il est pas mal intentionné, là. Il comprend pas ce qu'il voit en ce moment. Puis lui, sa façon d'enlever la pression, c'est de rire. Ben, c'est ça. Alors, moi, je le sais, je le comprends. Ben des dragues que j'enverrais jamais me remplacer dans une Heure du Conte. Il y en a une shitload que je dirais non. Puis shitload, c'est pas un mot que j'utilise non plus quand je suis avec mes enfants. Mais là, c'est un podcast où je sais que c'est majoritairement des adultes ou à tout le moins des jeunes adultes, adolescents qui vont l'écouter. C'est ça qu'on est capable. Il faut que les gens comprennent ça aussi. Dans ça, mais comme dans bien d'autres situations. Mais ce réflexe-là que tu as de comme dire, OK, il y a une incompréhension, il y a un différent ou il y a une situation, puis écoute, on va en parler, tu sais. Moi, quand je lisais l'article qui relayait justement ce qui s'était passé, puis ça, puis que je lisais que quand c'était arrivé, ben toi, t'avais contacté puis t'avais fait la demande de « On peut-tu parler? » J'étais comme « Crime,
c'est bien mature, ça. C'est donc bien la bonne chose à faire, de genre, hey, au lieu de juste comme capoter chacun de notre bord, puis genre, tu sais, mettons, au lieu de, je sais pas, faire une grosse publication où est-ce que, tu sais, t'es envoies promener, ben c'est comme, non, OK, on va se parler, on va essayer de reconstruire un peu le pont qui est brisé. C'est juste ça. Puis, à nouveau, ça aurait pu être fait, pas publiquement, pas dans les médias, ça aurait pu être fait à huis clos à la salle du conseil municipal, comme ce qui est arrivé, mais bien avant, ça aurait pu arriver tout avant l'affaire médiatique, parce que je sais que s'il avait pris le temps de me rencontrer, j'aurais dit exactement les mêmes choses que j'ai dit, on se serait parlé, puis j'aurais répondu à leur inquiétude aussi, leur dire, parce que ça, c'était parmi les inquiétudes aussi, mais si on a des gens là, qui réagissent comme à Dorval, ils ont réagi, qu'est-ce qu'on fait? On leur répond quoi? Bien, vous leur répondez que, premièrement, venez voir l'activité, ou vous les dirigez vers moi, me faire plaisir aussi de leur répondre, ou vers mon agente, peu importe, ou vous les dirigez vers l'émission pour enfants, pour leur montrer c'est quoi, leur montrer que ça peut être adapté pour des enfants. Vous les dirigez vers une vidéo où on me voit justement en train de faire l'heure du compte. Ou, si même là, ils ne sont pas d'accord, ils ne comprennent pas, ben vous leur dites, au Québec, au Canada, les valeurs, je reviens à ça, qu'on met de l'avant, puis nos valeurs, ce sont des valeurs d'ouverture, de diversité, d'inclusion, puis c'est exactement les valeurs que Barbada va promulguer, dont elle va faire la promotion pendant ses heures du compte. Alors, il n'y a aucune raison pour laquelle on irait annuler cette activité-là. C'est ça que vous leur répondez. Vous n'aimez pas? Pas de problème. Envoyez pas vos enfants. Mais, si vous voulez être vraiment mature et intelligent, venez voir l'activité, puis vivez-la. Puis après ça, vous pourrez voir, vous pourrez vraiment vous dire, c'est correct si tu te dis, tu sais quoi, j'enverrai pas mon enfant, ça m'intéresse pas. Pas de problème. Aucun problème. Tu as le droit. Moi, je ne demande pas aux gens d'aimer la drague quand je leur dis découvrez la drague. Je leur demande pas d'aimer ça. Je demande de comprendre pour respecter ça. C'est ça, bien comprendre. C'est quoi? Exactement. C'est le respect bien avant d'aimer. Tu as le droit d'aimer ou pas aimer. Mais il faut que tu respectes. Puis ça, c'est la même chose pour ben des affaires aussi, tu sais. J'ai des amis qui sont chasseurs dans la vie, là. Puis moi, dans la vie, là, justement, je suis un peu végétarienne, c'est barre. Je vais te faire la joke, non, en tout cas. On peut l'imaginer. On l'imagine la joke que t'allais faire. Bref, t'aurais pu la faire d'ailleurs. Des amis. C'est vraiment drôle parce qu'on vient juste de voir, en tout cas, voilà. Mais bref, les amis qui sont chasseurs, qui font de la chasse, moi, je comprends. Tu sais, je comprends pas, mais je ferais jamais ça, puis c'est pas mon univers du tout. Mais je me suis assis avec un d'entre eux pour dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu t'amuses-tu à tuer des animaux pour le plaisir? Il fait, ben voyons donc, bien sûr que non. Écoute, j'ai de la viande pendant 6, 8, 9 mois après ça. Tu sais, je m'assure je m'assure que le fusil que j'utilise, il m'a tout expliqué, bref. Puis là, j'ai fait, OK, j'en ferai jamais. Tu m'as pas convaincu d'aimer ça, là, pas du tout. J'aime pas la chasse, j'aime toujours pas la chasse. Mais je suis capable de comprendre c'est quoi puis de respecter pourquoi tu fais ça. Puis finalement, de rendre compte qu'il y a peut-être certaines valeurs aussi, tu sais, moi, beaucoup, mettons, par rapport à l'environnement, ben finalement, c'est peut-être plus local de manger une viande qui est dans ta cour arrière que de la faire venir de Chine. Puis une viande je veux dire, un animal qui a vécu dans la nature plutôt que dans... Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Ah, ben, moi, j'ai toujours dit ça, depuis que je suis vegan, que j'ai pas mal plus en commun avec les chasseurs qu'avec les gens qui achètent leur bouffe à l'épicerie. Là. Ah ouais. Tu sais, en tant que vegan, parce que moi j'ai des amis chasseurs, j'en ai plein, là, mais eux autres, comme tu dis, ils tuent une fois, puis la seule viande qu'ils mangent de l'année au complet, c'est la viande qu'ils ont tuée. Puis non seulement ils la mangent, mais ils la gaspillent probablement beaucoup moins parce qu'ils ont eu à travailler pour... Tu sais, c'est un steak qui t'arrive, là, t'as pas idée de tout le... Puis je dis un steak, mais c'est plein d'autres nourritures. Quantité de gaspillage alimentaire qu'on fait parce qu'on n'a pas conscience de tout le chemin que cette nourriture-là a fait avant d'arriver dans notre assiette. Si on avait mis l'effort de travailler pour l'avoir, cette nourriture-là, autre qu'évidemment l'argent, là, je parle, mais si on avait mis l'effort de la chasser, justement, ou de toute la cultiver, mettons, etc., je te garantis qu'on la gaspillerait beaucoup moins. C'est clair. Ça, c'est clair. Oui, je suis 100% d'accord. Puis je savais pas que tu étais vegan. Oui. Bon, écoute. Parce que d'habitude, les drag queens, on dit qu'on est vegan parce qu'on mange juste des graines. Je sais pas si c'est... Moi, je mange juste du gazon. C'est ça qu'on me dit. OK, parfait. C'est bon. Mais ce que tu viens de dire là,
parce que là, on est parti sur la tangente vegan, là, mais juste de s'asseoir puis de parler, puis on a 99% en commun avec tout le monde autour de nous, là, tu sais. Souvent, là, tu sais. Puis si c'est pas 80, peut-être 75%, mettons, dans certains cas. Ça dépend mais quoi, si on s'assoit et on parle, c'est tellement la solution à beaucoup de maux de notre époque, là. Si Will Smith, là, il était juste monté sa scène, puis il avait pris le micro, puis il avait dit « Hey Chris, là, ta joke est pas si drôle que ça parce que ma femme, la raison pour laquelle elle n'a pas ses cheveux, c'est parce qu'elle souffre de telle maladie puis tout ça. » Ça aurait fait un gros malaise. Là. Je vous le garantis, tout le monde aurait fait « Oh shit ». Mais je peux te garantir que lui, il aurait pu drop the mic après, retourner s'asseoir, puis il aurait probablement été même applaudi. Ouais, probablement. Il aurait été moins blacklisté après un peu. Exactement. Ben, c'est ça. Parlez-vous, parlons-nous, c'est juste ça. On a la chance de pouvoir le faire. On a des mots, utilisons-les. C'est plus... Ça me prend un peu plus de temps, c'est sûr, mais c'est juste ça. Puis ça, c'est pour plein de domaines. Pas juste pour la drague, pas juste pour les heures du compte. Bien loin de là. Tu sais, dans des périodes un peu de je veux pas dire de conflit, mais un peu plus conflictuel comme des élections où là, justement, on débat beaucoup d'idées. On a l'impression qu'on se parle beaucoup, mais des fois, on s'écoute pas beaucoup aussi. Hein? Puis, bon, quand on sait aussi en plus les taux de pourcentage de participation qui sont vraiment pas si élevés que ça, en bout de ligne, tu peux te dire, c'est pas tout le monde qui se parle, ou c'est pas tout le monde qui sait parler pendant... Fait qu'on ressort d'une campagne électorale avec l'impression qu'on est vraiment loin sur bien des affaires, sur bien des enjeux. Mais quand on prend le temps de se parler, finalement, on réalise que c'est peut-être pas si différent. Oui, les véhicules, on veut arriver à la même chose, mais les véhicules sont peut-être pas tout à fait pareils, c'est vrai. Mais c'est ça, il faut juste prendre le temps. Oui. C'est pour ça qu'on parle de la culture drague en général, parce qu'on dirait, toi, ça fait quand même longtemps que tu fais ça. Ça fait 17 ans. Là, Barbada va être majeure au mois de février. Wow. Puis on dirait que dans les dernières années, il y a comme eu une explosion, en tout cas, du moins plus dans le mainstream des dragues au Québec. J'imagine que tu l'as remarqué. Puis... Ah oui, bien sûr. Je veux dire, pour qu'on invite... Mais en fait, ce qui arrivait, c'est que justement, on a sorti les dragues des cabarets, puis la façon... On a amené les dragues chez les gens. Puis la façon, encore aujourd'hui, de faire ça, c'est la télévision. Okay? On dirait... Bon, il y a d'autres médiums maintenant aussi, là. Évidemment, les podcasts, c'est une façon aussi de... Mais en même temps... Certaines fois, il reste encore beaucoup la télévision. Parce que tu n'as pas à te déplacer, tu rentres littéralement chez les gens là, à travers la télévision. Alors, la télévision, entre autres, avec des documentaires comme Il le jour, Elle de nuit sur RTV qui a été diffusé en 2017, mais aussi, évidemment, Drag Race, RuPaul's Drag Race et éventuellement Canada's Drag Race. Bien, ça a fait en sorte que vraiment les drags sont rentrés chez les gens. Et là, les gens ont compris un peu plus c'était quoi. Pas tout le monde qui aime, à nouveau, c'est très correct, on comprend ça, mais il reste que les gens en ont vu de plus en plus. Alors oui, c'est devenu beaucoup plus mainstream grâce à la télévision, grâce à RuPaul's Drag Race, grâce à d'autres émissions aussi. Puis plus ça va, plus effectivement les gens réalisent que c'est pas toutes les dragues qui sont parfaites dans certains contextes télévisuels, par exemple, mais qu'il y en a des dragues. Il faut juste fouiller un peu. Puis qu'amener une drague dans une émission de télé ou dans un podcast ou dans une émission de radio ou peu importe, ça peut être vraiment le fun puis vraiment trippant puis vraiment bien. Puis que ces personnes-là, ces artistes-là, parce que c'est des artistes, ont des choses à dire aussi. J'ai vu des émissions où tu as une tablée d'artistes qui se permettent de commenter sur toutes sortes de choses qui sont absolument pas de leur domaine. Puis on accorde de l'importance à leur opinion juste parce qu'ils sont famous, juste parce que il est connu, il doit connaître ça. Mais pas en tout, là. Ça se peut qu'il parle aucunement en connaissance de cause, tu sais. Ben, si ces artistes-là sont capables de le faire, pourquoi pas faire venir des drag queens aussi? Puis, tu comprends? Fait, en tout cas, bref. Oui, c'est beaucoup plus mainstream et je suis extrêmement contente de ça. Il y a des drags qui ont évidemment pavé le chemin à ce qu'on se rende là. Les Mado, les Gilda aussi, qui étaient... mais il reste que là, maintenant, grâce à la télévision, là, ça s'est vraiment concrétisé. Puis les gens voient
des dragues partout, tu sais. Ben, je dis partout, mais faut pas dire partout, parce que ça, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont, là, les dragues sont rendus partout. Hey, veux-tu que je te fasse la liste d'émissions que tu peux écouter où il n'y a pas de drague? Je peux te garantir qu'il va en avoir pas mal plus long. Puis tu vas... T'as pas assez de toute une vie pour écouter toutes les émissions en ce moment où il n'y a pas de drague. Fait que, il y a encore probablement bien du monde qui vivent leur vie sans jamais voir de drague. Mais oui. Puis malgré tout ça, moi, je considère en ce moment que je suis comme la 4e drague la plus populaire au Québec, là, après Mado, Rita puis Michel Richard. Puis, mais là, il y a Gisèle qui a gagné Canada's Drag Race, là, huge. Mais malgré tout, des fois, je suis allé à Sept-Îles, exemple, faire un contrat pour des syndicats là-bas. Puis, y a des gens qui me connaissent pas? Pas mal de monde. Tu sais, je le demande à beaucoup de monde. Puis j'ai une émission pour enfants, j'ai une émission jeunesse, puis je suis passé dans les journaux, puis etc. Puis pourtant, beaucoup de monde encore qui me connaît. Fait que je fais comme, oui, il y a encore beaucoup de gens, malgré tout ça, qui connaissent pas. Puis c'est peut-être aussi, j'allais dire, c'est peut-être beaucoup montréalais comme phénomène. Grâce à la télévision, un peu moins, c'est sûr, mais c'est sûr que, tu sais, les gens qui ont le cabaret Mado à 3 stations de métro de chez eux, c'est pas la même chose que si tu as 10 heures de route à faire pour t'en venir de Sept-Îles jusqu'à ici pour... c'est pas 10 heures, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Fait que bref, il faut... c'est sûr qu'il y a encore un peu ce clivage-là entre justement les grands centres où il y a des shows de drague de façon quotidienne versus les places où il y a un show de drague une fois par année. Mais même des places comme l'Abbé, mettons, au Saguenay, Mado, elle y va 2 ou 3 fois par année là-bas, puis c'est tout le temps plein, les gens trippent. Fait que là, de plus en plus de gens vont réaliser que c'est le fun, c'est trippant. Autant d'aller voir des shows, autant d'aller voir un spectacle jeunesse ou un spectacle familial aussi, parce qu'il y en a des spectacles qui sont parfaitement adaptés pour toutes les familles, spectacles de drague. Autant de regarder une émission jeunesse que regarder Rita qui commente qui sait chanter ou peu importe. Voilà. Fait que, moi, je suis très content de la vague qui se produit en ce moment. J'espère juste que ce sera pas temporaire. J'espère juste que ce sera pas comme... des fois, quand les choses montent vite, ça redescend vite aussi. Fait que ça, je me méfie un petit peu de ça. Je veux qu'on s'assure d'avoir quand même une qualité dans ce qu'on offre, puis dans ce qu'on... Parce qu'il suffirait juste d'un incident malheureux qui fait boule de neige, puis que... une drague qui est à la mauvaise place, qui dit la mauvaise chose pour que finalement, tout se ramasse à s'écrouler, puis... tout le progrès qui a été fait dans l'avancement de ça, là, d'ouvrir les mentalités, que ça s'effondre juste à cause d'une personne qui était à la mauvaise place, une drague qui malheureusement a dit quelque chose d'un peu... elle s'est fait dire, je sais pas, un producteur qui dit, ça nous prend des dragues. Parfait. Ouais, mais attention, est-ce que ça te prend vraiment des dragues ou est-ce que tu veux vraiment une drague juste parce que ça... Tu dis, c'est in, c'est ça qu'il faut en ce moment, ou si c'est parce que tu as réellement penser un concept pour qu'une drague soit là, pour que ça soit adapté pour une drague aussi. Ça, c'est la même chose aussi. Quand on parle d'inclusion, il y a beaucoup des fois des compagnies ou des pas nécessairement juste des compagnies, mais bref, beaucoup de situations où on sent que les gens veulent être inclusifs, fait qu'ils se disent « on va faire venir des dragues ». Ouais, mais est-ce que ce que tu veux faire est adapté pour une drague? Ou tu le fais juste parce que ça va te donner une bonne image, puis c'est le fun, tu sais que ça va bien marcher. Peut-être que ça pourrait être une personne issue de la communauté LGBTQ2+, mais pas une drague nécessairement. Ça pourrait aussi ça serait de l'inclusion aussi. Comme des fois, je donne un exemple, une publicité que j'ai faite, il y a certaines publicités où tu vas voir, ils vont mettre de tout. Tu vas voir des gens, tu vas voir des... ils vont tout cocher là, les cases là, pour dire « OK, on les a toutes mis parfait ». C'est comme un gros amalgame où tu vas avoir plein de gens qui sont... Mais il n'y a pas de concept réellement adapté pour chacune de ces personnes-là. Alors que, exemple, d'autres publicités, dont une que j'ai faite, où le concept, c'était une drague. Fallait que ça soit une drague. Le concept était bâti, était pensé pour que ce soit une drague qui vende Visa. On va pas faire de pub pour Visa, là, c'est pas ça. J'en faisais une, mais en tout cas, whatever. Mais ça, c'était pensé. Fait que ça montre que c'est pas juste un souci de zut, on a oublié d'inclure du monde. Puis là, on essaie de cocher les cases à la dernière minute. Faites-nous venir une drague, faites-nous venir une personne noire, une asiatique, puis en go pour qu'on les gens voient qu'on est inclusif. Ou
affichons notre drapeau gay pendant le mois de la fierté, pendant la semaine de la fierté pour être sûr que tout le monde voit qu'on est inclusif, mais on fait fuck all le rien du restant de l'année. T'sais. Ben, c'est ça, la réelle inclusion, il faut qu'elle passe dans ces processus-là. De penser des concepts pour que ça soit adapté pour des dragues, mais de dire aussi, ben, nous, là, notre publicité, je donne ça comme un exemple, encore une publicité, ben, ça va être un couple gay. Ou ça va être un couple de lesbiennes, ou ça va être... Mais pas juste, on va voir un gay, une lesbienne, puis on va voir plein d'autres couples. Non, tu sais, des fois dire... On est capable de dire, ben notre publicité, même si c'est un couple de lesbiennes, là, elle va parler à tout le monde quand même. Tu comprends? Puis elle sera pas juste là pendant la semaine de la fierté. Là, on va la faire à l'année. On va en faire... tu sais, ça peut être... Vous comprenez ce que je veux dire? Là? C'est ça aussi le principe qu'il faut faire très attention et que j'espère que les gens vont comprendre, les entreprises vont comprendre, les médias vont comprendre pour être sûr que cette belle vague-là soit pérenne. Tu sais, de dire on veut une drague, c'est un peu dire comme ben c'est tout la même affaire, puis on va en prendre une de la gang. Là, c'est ça. Quand que tout le monde a ses particularités, ben, tout le monde est différent. Là, puis ultimement, comme ça nous prend un humoriste. Comme un humoriste, c'est ça. Ça nous prend un humoriste. Oui, mais c'est peut-être pas adapté. Fait qu'on va booker n'importe quel. C'est comme non, le monde choisit l'humoriste qui fit dans le. Puis même chose des fois pour des parties aussi. Là. Des fois, il y a des gens qui font hey, on veut une drague à notre party. OK, mais c'est quoi ton party? Puis là, finalement, en parlant avec eux, je suis comme mais c'est pas adapté du tout. Là. C'est pas. Tu sais pas c'est quoi. Un show de drague, c'est pas ça que ça te prend. Ça se peut aussi, là. Mais malheureusement, des fois, il y a des gens qui vont dire ça nous prend une drague, fait qu'ils vont aller booker la première venue, puis ça se passera peut-être pas nécessairement super bien parce qu'à nouveau, c'est pas adapté pour ça, c'est pas le bon contexte. Puis, ben, c'est ça, là, ils vont dire ouais, finalement, on n'est pas trop sûr des dragues. Ça va donner une mauvaise. Fait qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je dis des fois, quand ça monte vite, ça redescend vite. Je veux pas que ça fasse ça. Je veux qu'on installe des bases solides pour que tout le monde comprenne c'est quoi l'art de la drague. Vous compreniez aussi qu'il n'y a pas juste des drag queens. Parce que, à la limite, ça peut quasiment être misogyne, là, parce qu'on exclut beaucoup de femmes là, qui font l'art de la drague. Des femmes qui font des shows de drag queen, des femmes qui font des shows de drag king, puis des femmes, ou même des personnes non-binaires aussi, qui jouent beaucoup sur la fluidité de genre, mais qui pratiquent l'art de la drague, puis qui peuvent parfaitement être super le fun sur une émission de télé ou sur un podcast ou sur whatever, un balado. Alors, je pense que c'est important de mettre ces bases solides-là pour pas que ça fasse juste comme une vague puis ça redescende tout de suite après. Il faut que les gens comprennent c'est quoi, mais il faut que les gens s'intéressent à ça aussi pour essayer. Je suis super content là, de faire partie de cette belle vague-là, puis tout ça, tellement content. Mais il y en a plein d'autres aussi, puis ça me dérange pas des fois de donner ma place aussi à d'autres dans un contexte qui est adapté. Je répète, des fois, j'enverrai pas n'importe quel drague me remplacer sur une heure du compte. Mais si moi, je peux pas, dis pas non à ton heure du compte, fais-la quand même, mais je vais te référer vers d'autres personnes qui vont te faire passer, qui vont faire une belle activité aussi comme moi, tu sais. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Pour quelqu'un, mettons, qui connaît moins l'art de la drague, mettons, là, tu dirais que c'est quoi les espèces d'éléments fondateurs qui font d'une drague une drague, mettons, c'est quoi? Le principe de base, là, c'est que c'est une forme d'art qui combine plein d'autres formes d'art, OK? Mais à différents niveaux, OK? Fait que chaque drague va chercher sa forme d'art qui est sa spécialité ou qu'elle aime mieux, qu'il ou elle aime mieux, mais va quand même faire toutes les autres formes d'art. J'inclus là-dedans le chant, même si on ne chante pas avec notre vraie voix, on fait semblant de chanter quand on fait des performances, la danse, le théâtre, parce que c'est un personnage de théâtre. Aujourd'hui, là, en ce moment, c'est sûr que c'est Barbada que vous voyez. Et je suis très belle en passant à aller voir. Si vous écoutez ça en audio, là, allez sur YouTube. Allez voir sur YouTube. Mais bref, j'ai une histoire que j'ai pas pris la peine, que ça valait la peine. Bref, il faut. Mon Dieu, j'ai perdu mon fil. Oui, c'est ça, théâtre. Tout l'aspect visuel, maquillage, costume, etc., forcément, coiffure. Parce que honnêtement, moi, j'ai des coiffures qui sont réellement des pièces, des œuvres d'art. Celle-là, elle est fun, elle est super cool, mais j'en ai que c'est des heures et des heures de travail qui sont sur ma tête, puis j'ai vraiment l'impression de porter une œuvre d'art sur ma tête. C'est tout du travail que, la plupart du temps, c'est vous-même qui fabriquez tout ça. Très souvent, effectivement. Et donc,
la drague, ça combine toutes ces formes d'art-là. L'humour aussi, je pense. Ah ben oui. Hey, mon Dieu, j'ai oublié ça. Ben oui, forcément. Mais oui, parce que je considère l'humour comme une forme d'art aussi, tout à fait. Alors, tout ça, la musique, la chant, la danse, l'humour, le théâtre, tous les effets visuels, le maquillage, la coiffure, la mode, ben c'est réuni dans les spectacles de drague, dans la drague, l'art de la drague. Chaque personne décide qu'est-ce qu'il prend. Il y en a que la spécialité, là, c'est le maquillage. Moi, ça n'a jamais été ma force. Je sais, j'ai un maquillage qui est correct. Je l'ai un peu peaufiné. J'ai eu des cours un peu récemment. Là, j'ai pris un atelier avec un ami, puis il m'a donné des petits trucs que je faisais pas correct. Puis là, je trouve. Mais c'est pas ma force. Je le sais. Je sais, ça sera jamais ça. Puis c'est correct. Je ferai jamais des photos. Moi, je suis pas une drague Instagram. T'sais. Par contre, je vais te faire passer une méchante belle veillée, je vais te faire rire, je vais faire des personnages, je vais te faire des numéros de comédie, ça c'est ma force, tu sais. Il y en a qui dansent comme ça, là, aucun bon sens, qui font des splits. J'en ai vu des dragues, là. Tu sais, des autobus à 2 étages, là. Bon, à Miami, il y a des shows qui se passent beaucoup comme il y a la rue, là, ça s'appelle les drag brunch, puis il y a la rue qui passe, puis ben, la drague, là, à part du 2e étage là, de l'autobus, elle se garoche là-bas, puis elle finit en split. Si c'est pas le Cirque du Soleil ou autre chose, ben... Je me dis, ça, c'est sa force. Fait que la drague, c'est tout ça. Maintenant, comme je te dis, comme il y a plein de niveaux, les gens peuvent décider quel niveau ils veulent exploiter le plus. Bien sûr, il y a tout l'aspect des looks, mais il y a beaucoup plus que ça aussi. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'aller voir des shows de drague ou juste de prendre le temps de découvrir un peu les différents styles. Il y en a que tu vas aimer, d'autres que tu n'aimeras pas du tout. Un peu comme n'importe quoi. Comme en humour, comme en chanson. Comme en chanson. En chanson, c'est le meilleur exemple aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas le country, mais il y a des gens qui aiment... Bon, etc. Il y a des styles de drague que tu n'aimeras pas et d'autres que tu vas aimer, mais c'est extrêmement varié. C'est extrêmement varié. Fait qu'il n'y a pas un modèle de drague. Et à nouveau, il y a encore des gens qui disent que les dragues, c'est des hommes qui s'habillent en femmes. Mais non, justement, c'est beaucoup plus que ça parce que c'est premièrement pas juste des hommes, c'est des femmes, il y a des personnes non-binaires. Il y a un vaste spectre de personnes qui pratiquent l'art de la drague. Et chaque drague... Il y a quasiment autant de styles de drague que de gens qui font de la drague aussi. Même 2 chanteurs country ne feront pas le même style de chanson country. Ça va être 2 chanteurs ou chanteuses country, mais ils vont le faire chacun de leur façon puis ils vont amener une couleur différente à leur art. T'sais. C'est le même principe pour la drague. Mais on est dans le divertissement, dans le plaisir, mais on est aussi dans quelque chose d'un peu plus engagé aussi. La drague, ça a commencé beaucoup avec les revendications plus politiques pour la communauté de LGBTQ+. C'était vraiment les porte-paroles un peu de ces communautés-là. Les Marsha P. Johnson, qui était une porte-étendard de tu sais, we're here, we're queer, get used to it, puis toutes les manifestations à Stonewall, puis ces choses-là qui sont passées beaucoup aux États-Unis, mais c'était un peu plus politique, tu sais. Évidemment, aujourd'hui, avec l'avancement des droits des communautés, certainement, on n'est plus dans des revendications aussi, on ne descend plus dans les rues pour, tu sais, il y a encore des défilés de la fierté, il y a encore des célébrations de la fierté, mais justement, on est plus dans les célébrations que dans les revendications, nécessairement. Mais, il y a encore, je pense, l'aspect politique de ça. Puis je pense qu'elle doit rester quand même un peu aussi. Ne serait-ce que, bon, on a parlé tantôt, là, les arts du conte et tout ça, puis tout l'avancement de certaines mentalités, puis de faire... l'art, je l'ai dit, l'art en général, ça sert à ça aussi, à confronter certaines choses qu'on fait depuis longtemps, puis qu'on se dit, c'est-tu vraiment la bonne chose à faire? C'est-tu vraiment la bonne... Ça sert à confronter un peu l'art aussi. Fait que moi, j'utilise la drague pour ça, pour passer un message, pour avoir une vitrine, pour avoir un micro, pour passer ces messages-là, mais aussi pour divertir, puis te faire passer une belle soirée, puis te faire taper ses cuisses pendant ce que tu ris, puis faire en sorte que, du moins je l'espère, ben premièrement, si tu as déjà choisi de te déplacer jusqu'à un cabaret où il y a un spectacle ou de venir voir un spectacle, déjà c'est un très belle étape. Tu as fait une grosse partie de la job. Mais d'après, de te faire passer de qu'est-ce que je colle ici, à les bras croisés à se tape ses cuisses, puis c'est le fun. J'en ai eu des gens comme ça, j'en ai vu des gens comme ça. Puis après ça, ben, j'ai l'impression de dire OK, j'ai fait ma job. Travail accompli. Travail accompli. Coché balancé. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Écoute, j'essaie de me partir un compte OnlyFans en ce moment. Les gens peuvent aller voir, mais je dis OnlyFans parce qu'il y en a vraiment juste un. OnlyFans sans S. Sans S, c'est ma mère. Donc, allô, maman. Allô, maman. Donc, non, mon site internet, barbada.ca.
Sinon, ben, je suis pas très Instagram, là, je l'ai dit, mais bon, je mets des photos de faire la même là-dessus. Là, mais beaucoup mon site internet, les choses passent beaucoup par là. Mon calendrier de spectacle aussi, quand même assez rempli, je vous cacherai pas. Là. Il y en a un shop et une bâche dans ce temps-ci. Tant mieux. Ouais. Mais là, je m'en vais faire une sieste. C'est ça que je fais dire avant mon maquillé parce que j'ai un autre spectacle ce soir. Fait qu'on va dormir comme un vampire. Là, exactement. Pour pas beurrer toute l'oreiller. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir. Merci infiniment. Vraiment.